Un homme avec un casier judiciaire pour meurtre a grandi en dépendant de sa grand-mère sourde et muette. C'est une jeune femme vraiment pauvre. À ses yeux, la vie n'est qu'une succession de souffrances. C'est une dette à intérêt élevé de 20 millions won, et une dette de vie qu'elle ne pourra jamais rembourser. Le créancier Kang-in vient chez elle chaque jour pour réclamer son argent, et chaque fois qu'il est mécontent, il la frappe. Profitant de son absence, il s'introduit chez elle comme si c'était une habitude quotidienne. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Tu veux faire semblant de ne pas être là? Face à la question de Wang-in, Jean ne se retourne pas. Il sort simplement de la petite monnaie, gagnée aujourd'hui, et la lui tend. Puis il continue de manger les restes ramenés du restaurant, avec un visage impassible. On peut voir que cette situation s'est produite plus d'une fois. Donne la petite monnaie. Petit à petit, tu veux me voir souvent. Pourquoi Kang? Me demandez-vous pourquoi je ne réponds pas aux appels de la maison de retraite? Comment pourrais-je oser répondre? Vous savez que c'est la maison de retraite qui appelle pour réclamer les frais d'hébergement de ma grand-mère. Je n'ose que m'asseoir silencieusement sur le banc à l'extérieur et écouter. Parce que, peu importe à quel point je travaille dur pour gagner de l'argent, je n'ai toujours pas les moyens de payer ces frais. Et pour quelqu'un, normalement, c'est juste un salaire d'un jour. Mais pour elle, c'est un coût trop élevé. Cependant, bien que la vie soit si difficile, elle n'a jamais pensé à l'abandonner. Et la pauvreté a rendu son esprit beaucoup plus mature que ses amis du même âge, puisque la maison de retraite n'a plus de place pour elle. Tant profiter du calme de la nuit pour la faire sortir d'ici. Nuit d'hiver glaciale, une paire de chaussures en toile fragile, un corps frêle et maigre, et une vieille dame sourde, muette et impotente. Dans cette nuit claire, semble vraiment pitoyable. La vie de Jian a toujours été sombre jusqu'à présent, comme les vêtements qu'elle porte. Les gens comme elle craignent que, à part les créanciers et la vieille dame, il y a aussi ce jeune homme accro aux jeux vidéo qui aide parfois la dame. Mais personne ne le sait, et personne ne s'en soucie non plus de la situation actuelle de cette femme. C'est la première fois que le chef de service parc accepte un pot de vin. Il est chargé d'évaluer les risques des structures de construction. Un bon cadeau d'une valeur de 50 millions de wons, équivalent au revenu annuel de cet homme. Il a toujours agi avec intégrité. Mais à ce moment-là, il commence aussi à vaciller, même s'il ne sait pas encore que cet argent vient de Haï. Profitant du fait qu'aucun Haï ne le remarque, il discrètement glisse l'objet dans le tiroir à côté. À ce moment précis, il voit Li Jian, qui semble le fixer intensément, comme elle porte des lunettes de soleil. Donc, Park ne peut pas déterminer où son regard est dirigé. Mais même si elle a vu, alors que oui. Comment savez-vous qu'il y avait de l'argent de pot de vin dans l'enveloppe? C'est pourquoi vous avez quand même décidé d'apporter cet argent le soir. L'heure de la sortie du travail arrive très vite. En attendant que presque tous les collègues soient partis, le chef de service parc commence aussi à emprunter le chemin du crime. Invitez-moi à dîner, j'ai faim. Invitez-moi à dîner. En regardant comment elle mange, le chef de service parc pense en lui-même. Ce n'est certainement pas du chantage. Elle n'avait sûrement pas d'argent pour manger. C'est pour ça qu'elle a osé faire une telle demande. J'espère juste qu'elle finira vite de manger. Qu'elle retourne ensuite à l'entreprise pour récupérer l'argent. Buvez une bouteille de vin. Je dois rentrer tôt aujourd'hui. On peut voir que l'oncle est un peu mal à l'aise. Ils ne disent pas un mot. Pendant ce temps, il remarque un bleu sur le visage de Li Jian. Ça ressemble à un coup reçu. Donc, la vie de cette femme est encore pire que ce que l'oncle imaginait après avoir bien mangé. Le chef de service parc est retourné au bureau. Malheureusement, l'ascenseur était en maintenance. S'il voulait monter, il n'avait d'autre choix que de prendre les escaliers. Après avoir réfléchi un moment, il a quand même décidé de monter pour récupérer l'argent. Mais en passant devant la salle de surveillance, il s'est soudainement arrêté. C'était trop imprudent. Une personne normale ne viendrait pas à l'entreprise monter les escaliers tard dans la nuit. Alors il est parti précipitamment. Le lendemain, le chef de service parc est arrivé très tôt à l'entreprise. Il était impatient d'ouvrir le tiroir. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que les affaires à l'intérieur avaient disparu. À ce moment-là, il ne se souciait plus du regard des autres. Il était tellement paniqué qu'il a renversé tout le placard. Mais il n'a toujours pas trouvé l'argent. Soudain, il a pensé à Li Jian. De plus, elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. Il semble que c'est elle qui l'a pris. À ce moment-là, le chef de service, Park Jong-un, a été accusé de corruption par un employé. L'équipe de surveillance de l'entreprise a rapidement réagi. Le chef Park a demandé le numéro de téléphone de tout le monde. Li Jian, mais personne n'a son numéro. Pour clarifier la vérité, il décide d'aller à la salle de surveillance pour examiner la situation. À la porte, il voit que les membres de l'équipe de surveillance sont également là. Il sent que quelque chose ne va pas. Il devine qu'il y a plus de danger que de sécurité. Donc il retourne immédiatement. Avant d'être attrapé,
il doit absolument trouver Lee Jian, sinon il devra rendre l'argent. Il n'aura même pas l'occasion de s'expliquer ou de mentir. Malheureusement, les membres de l'équipe de supervision sont arrivés immédiatement. Park Jong-un n'avait absolument aucune échappatoire. Chef de service Park Jong-un, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Je voudrais voir quelqu'un. Veuillez avancer. Ainsi, Park Jong-un a été emmené dans l'incertitude pour servir de bouc émissaire. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, c'était Lee Jian. Cependant, elle a ignoré la scène devant elle, Lee Jian. Bien que Park Jong-un ait continuellement appelé son nom, elle l'a ignoré. Qui est vraiment Lee Jian? Si l'argent volé a été pris par elle, pourquoi est-elle venue travailler? Tout a commencé il y a quelques jours. Pendant l'heure de sortie du bureau, Jian a discrètement mis du café de l'entreprise dans son sac. Cette scène a été surprise par le chef de service Park Jong-un. La fille est l'employée contractuelle que vous avez exceptionnellement embauchée, mais son caractère est excentrique, et elle ne s'entend pas avec ses collègues. Après tout, c'est une grande entreprise avec de bons avantages. De plus, il y a des caméras de surveillance partout ici. Pourquoi risquer de perdre son emploi pour des choses insignifiantes comme celle-ci? En réalité, sa vie n'est pas du tout facile. Pour gagner un peu plus d'argent après le travail, elle se précipite au restaurant pour aider à laver. Profitant du fait qu'il n'y a personne autour, elle prend le sac, met les restes des autres dedans, puis les jette dans un coin pour les ramener chez elle et les manger le soir. Mais le travail de lavage n'est pas quotidien, donc elle a souvent faim. À ce moment-là, elle finit enfin sa journée de travail, prend le métro pour rentrer chez elle. L'homme d'âge moyen, le chef de service, Park, qui boit, est aussi dans ce wagon. Il observait attentivement la jeune fille voler un café. Par un temps si froid, elle portait des vêtements si légers. Et en plus, ses chevilles étaient découvertes. Elle se tenait là, froide et distante, dégageant une aura de solitude. Après, ils sont descendus du métro l'un après l'autre. Il s'avérait qu'ils vivaient tous les deux dans un endroit appelé Udong. Ils traversèrent une ruelle sombre et étroite. Arrivée chez elle, elle n'osait pas allumer la lumière. C'était à cause de son ex-petit ami usurier. Il venait toujours la harceler. Elle perturbe souvent sa vie et son travail. Après tout, elle lui doit beaucoup d'argent. C'est pourquoi elle ne peut que dîner sous la lune. À ce moment-là, la lumière de la pièce s'allume soudainement. Un invité non invité fait son apparition. C'est ce fameux Lee Wang-in Lee. J'en ai pas du tout surprise. Il semble qu'il ait déjà fait irruption chez elle plus d'une ou deux fois. J'en lui jette négligemment un peu d'argent. 10 000 wons, ce n'est pas grand-chose. Lee Kang aujourd'hui a été plutôt courtois. Il s'est contenté de te lancer quelques piques. Sinon, demain tu devrais porter des lunettes de soleil au travail. Pendant ce temps, le téléphone de Jean n'arrêtait pas de sonner. Elle n'osait pas répondre aux appels de la maison de retraite, parce qu'elle était seule et démunie. Sa seule grand-mère, paralysée, y était alitée. Elle n'avait pas les moyens de payer les frais restants. Alors, profitant du calme de la nuit, elle avait prévu de faire sortir sa grand-mère en douce. Elle est sourde et muette. Elle fait signe à Jean de partir vite. La maison de retraite ne la mettra pas à la rue. Elle porte en elle une force et une résilience qui finissent par pousser le lit et la personne hors de la maison de retraite. Elle l'accueille temporairement chez elle. Le lendemain, Baek Dong croise Jean au supermarché. On peut voir qu'il s'intéresse beaucoup à Jian. Peut-être parce qu'il la trouve différente. 15 000 won, pas besoin de tomates. 12 000 won, l'oncle voit cette scène. Il est ému, alors il achète des kakis pour les offrir à Jian. Mais quand il la poursuit, elle a déjà disparu. 3 fois. Elle découvre que Kang-in est encore venu forcer la porte d'entrée. Pour la sécurité de sa mère, elle refuse catégoriquement de laisser Kang-in entrer. Après avoir été provoquée, elle n'a pas pu éviter de se faire frapper. En réalité, Lee Wang est en réclamé une dette, mais son vrai objectif est de la tourmenter. Le délai est toute une vie. Ensuite, voici la scène d'ouverture. Le chef de service, Park, reçoit un bon cadeau d'une valeur de 50 millions won. De manière inexplicable, Lee Jian est très observatrice. En voyant son expression, il semble inquiet. Alors il savait ce qui se passait. Donc ce soir-là, après qu'ils aient fini de manger, non seulement Park Jong-un est retourné à l'entreprise, après que le chef de service ait démissionné, Lee Jian est allé dans la salle de stockage de l'entreprise. Faut-il vraiment faire ça? Après tout, c'est un pot de vin. Si on le perd, on ne peut pas appeler la police. N'importe qui peut le prendre. Les deux sont des employés sous contrat, envoyés par la société de travail. Nous ne connaissons pas encore la relation exacte entre les deux. Ensuite, l'homme plus âgé a coupé le disjoncteur. L'entreprise est plongée dans le noir. Ainsi, Lee Jian a réussi à voler 50 millions won, mais elle ne savait pas que l'histoire derrière cet argent est très compliquée. Elle ne pouvait absolument pas le digérer à l'hôtel. La femme reproche à Jun-young d'avoir poussé son mari à bout. Pour Do Jun-young. De toute façon, il saura la vérité tôt ou tard. Alors il faut agir en premier pour prendre l'avantage. Nous sommes devenus les méchants. En ce moment,
le mari de Madame Park Jong-un essaie toujours de se sauver. Il cherche les traces des 50 millions de wons. Il a suivi Lee Ji-an dans le métro. Park Dong-un lui a demandé où était l'argent. Elle a répondu avec mépris qu'elle l'avait jeté à la poubelle. Ne dites pas que Park Dong-un ne la croit pas, même si je ne l'ai pas vu jeter. Je n'y crois pas non plus. Après quelques incidents, les passagers enthousiastes l'ont poussé hors du bus. Juste au moment où BC Dong-un était dans une impasse, il a rencontré le directeur Yoon. Yoon sentait, toujours sévère avec lui. Aujourd'hui, il a changé de ton et s'est montré très poli. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Son objectif restait de le faire quitter l'entreprise. Le lendemain, la direction de l'entreprise s'est réunie. Le directeur Yoon était déterminé à évincer Park Jong-un. C'est pourquoi il s'est acharné sur l'affaire. Des 50 millions de wons de pot de vin sans lâcher prise. Quant à son adversaire, Park Jong-un, il s'efforçait de défendre Park Jong-un. J'ai vu dans la lettre d'accusation qu'il était écrit que j'avais reçu de l'argent. Ce n'était pas Park Jong-un, mais bien Park Jong-un. Impossible. Même en confondant les caractères 1 et 1, on ne peut pas confondre le directeur et le chef de département, n'est-ce pas? La lettre de dénonciation indique clairement le directeur Park Jong-un. Le voile du secret a été levé. Les deux camps sont passés de la lutte clandestine, la lutte ouverte. Le vice-président Kwang a ordonné à Park Jong-un de trouver absolument l'entreprise qui a donné l'argent. S'il réussit, il pourrait éliminer Yoon Sang-tae et Do Jun-young en même temps. Ils étaient ceux qui attaquaient activement, mais maintenant ils se retrouvent en position défensive. Actuellement, ils ne peuvent que renforcer leur ligne de défense, protéger l'entreprise corrompue. Derrière Lee Ji-an, ils ont trouvé un homme âgé travaillant comme agent d'entretien. Demandez-lui si cet argent a été déposé. Pourquoi Park Jong-un n'a-t-il pas trouvé cet homme âgé? Il semble tout comprendre. Il y a des tensions sous-jacentes dans l'entreprise. Le chef de service Park a sûrement offensé cette IA. Il lui a dit de ne plus s'en mêler. Yoon Sang-tae n'a pas abandonné l'idée de revenir chercher Park Jong. Il lui a dit de ne plus couvrir Park Jong-un. Parce que hier soir, en buvant, il a avoué avoir détourné cet argent. Park Jong-un ne comprend pas pourquoi ils veulent l'éliminer. Jong-un, mais il y a forcément quelque chose qui les rend méfiants. Alors, le vice-président Park a sorti cet argent de pot de vin. Il a dit que c'était le personnel de nettoyage qui l'avait trouvé dans la poubelle. Le chef de service BC l'avait jeté. Le directeur Yoon a immédiatement rétorqué que c'était à cause de l'intervention de l'équipe de supervision. Le chef de service BC, pris de peur, l'avait jeté. BC Dong-un a dit que le colis avait été trouvé dans la poubelle, tôt le matin du lendemain, après que l'incident s'était produit. En d'autres termes, BC Dong-un l'a jeté le jour même. Pendant que les deux débattaient, une situation d'urgence s'est produite ailleurs. Jun-young s'est précipité dehors. Il s'avère que le président de l'entreprise est arrivé. Le président est à l'hôpital. Il est venu juste pour acheter une tasse de café. Le vice-président Wang est arrivé juste avant Jun-young. Ils ne manqueront aucune occasion de se montrer. Tu as vraiment jeté 50 millions de wons? Oui, c'est vrai, c'est vraiment généreux. Donc, il n'a pas pris l'argent? Pourquoi l'as-tu licencié? Tu l'as renvoyé? C'est aussi la première fois que j'entends qu'il a jeté de l'argent. Tu as dit qu'il s'appelle comment? Chef de service Park Dong, hein? Dis-lui qu'après ma sortie de l'hôpital, je l'inviterai à dîner. Oui, c'est probablement Park Jong-un non plus ne s'y attendait pas, que non seulement il ne prendrait pas de pot de vin, mais qu'il serait aussi une personne droite et intègre. Sur le chemin du retour, Jun-young a croisé Park Jong-un. C'était embarrassant pour eux de partager le même ascenseur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Lee Ji-an est à l'intérieur, mais elle reste là, indifférente, sans l'intention de céder l'ascenseur. Aucune distinction entre employé et gestionnaire. Peu importe qui arrive en premier ou en dernier, il est encore moins possible de partir ensemble. Sinon, il pourrait penser que vous êtes très déraisonnable. Cependant, au moment où Jun-young répondait au téléphone dans l'ascenseur, la sonnerie du téléphone a retenti. Park Jong-un a sorti son téléphone pour vérifier, et a vu que ce n'était pas le sien. Après avoir terminé, il s'est retourné pour regarder Lee Ji-an. Pensait que c'était son téléphone qui sonnait. Après que Jun-young ait répondu à l'appel, Park Jong-un a senti que quelque chose n'allait pas, et a lentement tourné son regard vers lui. C'est alors que Jun-young s'est rendu compte. Son téléphone 2G était en train de sonner. S'il répondait, Park entendrait sûrement la conversation. Ne pas répondre montrerait qu'il avait quelque chose à cacher. La situation était extrêmement embarrassante à ce moment-là. Lee Ji-an a glissé sa main dans sa poche et a sorti le téléphone. Il a coupé la communication sans scrupule, puis a glissé le téléphone dans la poche de son manteau. Cela a dissipé les soupçons de Park Jong-un. Mais Jun-young était toujours inquiet. Il ne savait même pas que cet employé était une IA. Et dans ce téléphone, se trouvaient des choses qui ne devaient pas être révélées. Après la fin de la pièce, Jun-young a cherché partout la femme employée. Et quand il l'a trouvée, il découvre qu'elle est en train de jouer avec son téléphone. Jun-young commence à s'inquiéter après le départ des secrétaires. Dis-moi d'aller acheter du pain.
Maintenant il y a trop de regards, ce n'est pas pratique de te le donner. Il ne s'attendait pas à ce que cette petite fille soit si prudente. Le problème est qu'on ne sait pas si elle est ennemie ou amie pour être en sécurité. Donc, Jun-young se précipite vers la cabine téléphonique publique la plus proche, appelle la femme du chef de service parc, et lui dit de ne plus rappeler ce numéro aujourd'hui. Ne réponds pas non plus si ce numéro appelle. Je t'expliquerai tout à l'heure. D'autre part, le chef de service parc a été invité par Park Dong-un à discuter à l'entreprise. Avant d'entrer, il a donné un dernier avertissement à Jean. Si elle ne révèle toujours pas l'emplacement des 50 millions won, il n'aura d'autre choix que de tout avouer. Mais Jean continue de l'ignorer, le laissant impuissant. Le chef de service parc décide de confesser. Oui, j'ai bien accepté l'argent, mais je n'ai pas accepté. Je sais pourquoi tu l'as jeté, petit. Heureusement qu'il y avait un agent d'entretien gentil. Et s'il avait gardé cet argent, qu'aurais-tu fait? Tu ne sais pas ce que tu fais. Jeter 50 millions de wons à la poubelle. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Le gamin a dit que tu l'avais jeté. Qui peut croire ça? Bonne réponse. Cela montre le côté sournois du chef de service parc. Enfin, Park Jom a révélé à celui-ci que ce pot de vin n'était pas une coïncidence et lui a demandé de surveiller le directeur Yoon. Le chef de service parc, épuisé, sort de la pièce. Désormais, de son point de vue, Lee Jian a agi ainsi pour le sauver, en jetant l'argent obtenu à la poubelle. Il en est donc très reconnaissant envers Jian, sans savoir qu'elle l'a fait pour elle-même. Park Jong-un retourne au travail. Pendant qu'il se repose, le téléphone est laissé sur le bureau. Quand Jian passe juste à côté, un appel arrive. C'est écrit épouse. Elle fixe le numéro appelant, semblant réfléchir à quelque chose. C'est le numéro qu'elle a raccroché aujourd'hui, dans l'ascenseur. Alors elle a fouillé dans le téléphone de Jun-young. Dans le journal des appels, sans exception, tous étaient ce numéro. Donc cet après-midi-là, Park Jong-un, qui avait échappé de justesse à la mort, fixait Jean inconsciemment. Et Lee Jian regardait souvent Park Jong-un avec des yeux pleins de pitié pour venir en aide à son patron. Jian a raccroché quand le téléphone de son patron n'arrêtait pas de sonner, mais n'osait pas répondre, faisant semblant que c'était le sien. Donc après que tous les employés soient partis, Jun-young est venu la chercher pour récupérer le téléphone. Mais il y a des caméras de surveillance partout ici. Jean lui a proposé de l'envoyer acheter du café et de l'apporter à son bureau. Au moins ça aurait l'air légitime. Changement de scène. Elle pose le café et le téléphone devant Jun-young. En même temps, elle visite le bureau du patron. Jun-young, trouvant son visage étrange, lui demande ce qu'elle fait. Lee Jian répond qu'elle organise des documents pour les envoyer par courrier. Ensuite, une question en retour de sa part prend Jun-young par surprise. Pourquoi tromper Tena? Vous êtes vraiment en train de tromper? Alors qu'elle se prépare à partir, Jun-young la poursuit parce qu'il a quelque chose à lui dire. Peu de temps après, le chef de département Park, qui a échappé de justesse à la mort, reçoit un message dans le métro. Invite-moi à dîner. Je suis Lee Jian. Park Jong-un hésite car c'est déjà la deuxième fois. En plus, elle a renoncé à 50 millions won pour le sauver. Il soupçonne que Lee Jian l'aime. En même temps, il éprouve une certaine sympathie pour Jian, mais il est quelqu'un de plus rationnel que sentimental. Il n'aura pas d'autre pensée. Ce repas devrait tout de même être pris, au moins pour exprimer un peu de gratitude. Pendant le repas, il reste silencieux, sans révéler le secret de Do-jun et Cho Park, car ils ont déjà convenu de cela au bureau tout à l'heure. Je ne suis pas celui qui vole de l'argent. Considérons cela comme un travail rémunéré. Ce que le directeur Yoon est en train de faire. Le vice-président Park Dong-un et le chef de service Park Dong-un. Je vous aide à éliminer les deux. Quel est le prix à payer? 10 millions won, merci. Trahi par son amant et encore trahi par son bienfaiteur. Et finalement dire merci. Dire merci à ce moment-là est à la fois ironique et pitoyable. Peut-être que Jian pensait la même chose avant de partir. Park Jong-un veut que vous gardiez le secret. Il parle des 50 millions won que Jian jeté à la poubelle. Après tout, maintenant tout le monde pense que c'est Jong-un qui l'a jeté. C'est aussi pour cette raison qu'il a échappé aux soupçons de corruption et est revenu à l'entreprise. Jian a accepté avec lui, condition qu'il soit responsable de son dîner pendant un mois. Mais Park Jong-un est conservateur. Il avait peur qu'avec le temps, les autres le remarquent et le critiquent. Alors il a proposé de régler ça avec de l'argent. Jean lui a demandé combien il pouvait donner. Park lui a répondu en lui demandant combien elle voulait. Jean n'a pas hésité. 10 millions de wons. C'est la somme qu'elle a reçue après avoir éliminé Park Jong-un. Le fait qu'elle ait pu donner ce chiffre prouve qu'elle avait l'intention d'épargner Park Jong-un. Mais une dette de 20 millions de wons l'a mise sous la coupe de Lee Wang. Le fait de le tourmenter comme ça, c'était vraiment par nécessité. L'argent perdu a été retrouvé. Elle ne comprend pas pourquoi il était dans la poubelle. Quand on a demandé qui l'avait jeté, Jun-young a dit que c'était Park Jong-un lui-même. Mais Kam Yoon est immédiatement nié. Pourquoi aurait-il jeté ça dans une poubelle? Il m'a dit qu'il l'avait perdu. Il était tellement effrayé qu'il est venu me chercher,
complètement paniqué. Tu es sûr? Quel idiot jetterait 50 millions de won? Tu n'as pas intentionnellement poussé Park Jong-un à la mort. Si quelque chose arrive vraiment à Park, ce sera aussi à cause de ta curiosité. Lee Ji-un, au lieu de rentrer chez toi, tu as suivi Park Jong-un tout le long du chemin. Tu as trouvé l'immeuble où il habite. Finalement, tu as vu l'ascenseur s'arrêter au 11e étage. Ensuite, tu as cherché près des boîtes aux lettres et vérifié le courrier du 11e étage. Tu as repéré une lettre du cabinet d'avocat Kam Yoon et 1103. Elle a emporté toutes les lettres de la 1103 d'ici. Jong-un est rentré à la maison. Sa femme l'a bombardé de questions sur l'argent. Park a dit qu'il l'avait trouvé. Mais Kam Yoon n'arrêtait pas de demander où il l'avait trouvé. Un agent d'entretien l'a apporté, en disant qu'il l'avait trouvé dans une poubelle. Pourquoi dire que c'est toi qui l'as jeté qui a dit ça? En tournant autour du pot, elle s'est attirée des ennuis toute seule. Cependant, elle a un bouclier naturel. C'est que les trois sont des camarades d'université. Ils s'appellent pour prendre des nouvelles. Parler du mari, c'est tout à fait normal. Même si elle sait que la personne que Park déteste le plus au monde, c'est Do Jun-young. Park Jong-un est très en colère. En ouvrant son sac, il insulte Do Jun-young, le traitant de petit homme arrogant. Kam Yoon n'aime pas entendre ça, mais il n'était pas non plus approprié de le contredire. Puis il parlait, plus il s'énervait. Il a fini par déchirer directement le sac, ce qui a donné à Kam Yoon une raison de se défouler et de l'insulter à cause d'un simple sac. Park Jong-un est resté sans voix après que les deux se soient calmés. Park s'est excusé auprès d'elle pour s'être emporté et lui a également demandé de ne plus appeler Juni à l'avenir. Après avoir mangé, Park est parti. Elle est restée seule dans la chambre à pleurer pendant longtemps. Profitant de l'absence d'Ia, elle a mis un stylo dans le porte-stylo du vice-président Park. Mais l'instant suivant, l'alarme de la pièce s'est déclenchée. Il s'est avéré que ce qu'elle avait placé était un stylo enregistreur. Puissante, elle a dû retirer le stylo enregistreur. Son frère, en apprenant cela, a trouvé une solution pour elle. Il s'agissait d'installer un programme d'enregistrement sur son téléphone. Considérant que Park Jong-un est un vieux renard rusé, alors ils se sont tournés vers le chef de service Park. À ce moment-là, Park Jong-un a emmené le chef de service Park aux toilettes. Park Jong-un est une personne très prudente. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'IA à l'intérieur, il a révélé un secret au chef de service Park. Il a dit que cette affaire de corruption intentionnelle montre que toi et moi sommes tous deux des cibles de Jun-young. Il veut éliminer toi et moi. Nous sommes tous des cibles qu'il voulait viser avec insistance. Le chef de service Park, plein de soupçons. Son poste et celui de Jun-young sont séparés par 2 niveaux hiérarchiques. Type de relation où ils ne se parlent pas. Il ne comprend pas pourquoi il le prend pour cible. Quoi qu'il en soit, maintenant lui et Park Jong sont dans le même bateau. Ils agiront bientôt. Avant cela, il faut à tout prix trouver le producteur qui a offert des pots de vin pour qu'il soit complètement éliminé. À ce moment-là, le subordonné du directeur Yoon, Jun-young, arrive. La conversation entre les deux se termine ici. D'autre part, parce que Jun-young a reçu la nouvelle que le président de l'entreprise est soudainement arrivé. Parce que, le lendemain, des clients étrangers viendront discuter d'un projet. C'est très important. Ils doivent absolument bien faire. Quand le président a vu le chef de service Park, il s'est arrêté, en pensant à la fois où il avait jeté l'argent du pot de vin à la poubelle. Alors, devant tout le monde, il a dit qu'il voulait l'inviter à dîner. Tous les regards se sont tournés vers eux. Le chef de service Park a jeté un coup d'œil à Jean, puis a refusé l'invitation du président, parce qu'il devait tenir sa promesse envers Jean, de l'inviter à dîner pendant 1 mois. Le chef de service Park accorde beaucoup d'importance à son image. Sur le chemin du restaurant, il a délibérément gardé ses distances avec elle, un comportement totalement opposé à l'attitude insouciante de Jean. Il n'a pas oublié de tirer les rideaux à la fin. Jean n'a rien dit. Elle s'est contentée de manger pour calmer son embarras. Park Jong-un a abordé directement la question du pot de vin. Il a franchement expliqué que c'était un piège tendu pour le faire tomber, et l'a invité à deviner qui en était l'auteur. Je ne m'attendais pas à ce que tu lâches que le directeur est Jun-young. Pourquoi Jun-young me traite-t-il de cette façon? Je ne sais pas pourquoi tu penses ainsi. Il doit y avoir une raison, réfléchis bien. Il ne dit pas clairement, il ne fait que lui rappeler. Malgré cela, il ne veut pas penser aux personnes qu'il déteste. Amertume et rancune. Ensuite, il se moque de lui-même. Les gens que je déteste réussissent toujours. Profite de cette occasion pour lui dire qu'il me déteste. Fais de ton mieux pour me haïr. On dirait que tu veux devenir quelqu'un de réussi. En réalité, c'est juste comme ça que tu ne te sentiras pas coupable en agissant contre lui. Ce soir, le métro est bondé. Park Jong-un se tient devant toi, essayant de te protéger de la foule qui te pousse en arrière. Profite de cette occasion pour installer un programme d'enregistrement sur son téléphone. Désormais, que ce soit par message ou par appel téléphonique, même lors de conversations ordinaires, cela peut être écouté. Et en plus, il est possible de localiser via le téléphone. Toutes les données sont synchronisées en temps réel. Avec l'ordinateur,
les résultats étaient disponibles dès le lendemain. Quand le chef de service, Park, a expliqué les bons cadeaux à ses subordonnés, il a mentionné les cartes de crédit. Tout à coup, ils ont tous pensé à « cet argent de pot de vin laisse des traces ». Ensuite, le chef de service Park appelle Park Jong-un pour fixer un rendez-vous sur le toit. Mais en y allant, il ne prend pas son téléphone, ce qui rend l'écoute impossible. Jian se précipite pour demander à son frère d'appeler le numéro surveillé, puis lui donne le téléphone de manière astucieuse. Exactement, on ne peut pas acheter ça en liquide. Il a sûrement utilisé la carte de crédit de l'entreprise. Trouver quelqu'un qui a utilisé la carte de crédit de l'entreprise. 50 millions won, ce n'est pas difficile. Après avoir expulsé Do Jun-young, on ira à Donggi manger une fondue d'ormeau avec du soju flambé. Lee Jian informe immédiatement Do Jun-young pour qu'il se prépare. Park Jong-un se rend au local de stockage et donne de l'argent au personnel de nettoyage, en exprimant sa gratitude envers l'homme âgé qui a trouvé l'objet perdu. Rendre à la personne perdue. L'homme âgé ressentait un peu de culpabilité, mais quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas trahir Jian. Au même moment, le créancier Lee Wang-in a finalement réussi à contacter Lee Jian au téléphone. Il était extrêmement excité. Auparavant, Jian n'avait pas assez d'argent pour payer les frais d'hôpital et avait fait sortir sa grand-mère en douce. Ce qui a conduit Lee Wang. Elle a trouvé l'avis de paiement des frais d'hôpital chez elle. Elle s'est rendue volontairement à la maison de retraite et a payé 4,8 millions de wons pour elle. Jian, désespéré, ne souhaite qu'une chose, rembourser rapidement sa dette à cet homme pour échapper à son emprise. Mais cela semble de plus en plus hors de portée. Lee Jian coupe le disjoncteur et le bar plonge dans l'obscurité. Son frère profite du chaos pour s'introduire dans une salle privée, puis verser quelque chose en poudre dans un verre de vin. Quand le temps est écoulé, rallumer le disjoncteur, leur mission est terminée. On peut éliminer le vice-président. Park ou non, on verra ce soir. Ensuite, elle se rend au restaurant pour travailler. Les écouteurs sont utilisés pour espionner le chef de service Park dans le bar. Le grand frère insiste sur le fait que Jean l'aime. Sinon, il ne rendra pas les 50 millions won qu'il a volés. Il plaisante en demandant s'ils ont quelque chose de louche. Park Jong-un est très en colère et dit que Jean est encore un enfant. Si quelqu'un parlait ainsi de ta fille, te sentirais-tu à l'aise? Ces paroles ont surpris Jian. Le chef de service Park est vraiment gentil. C'est l'heure de la sortie. Le manager l'a encore arrêté. Montre-moi ton sac. Ne viens pas demain. C'est vraiment trop dur. Même les restes de nourriture des autres ne sont pas disponibles. Mais elle continue de faire semblant d'être indifférente. À ce moment-là, Park Jong-un reçoit un message envoyé par Jian. C'est encore une invitation à dîner. Mais les paroles de son grand frère à l'instant le rendent un peu méfiant. Il finit par la refuser en prétextant qu'il est trop tard. Le lendemain, le vice-président Park se réveille à l'hôtel. Il a un mauvais pressentiment. Le moment où il a tiré le rideau de la fenêtre, il a su qu'il était foutu. C'est Donghae, à 300 km de Séoul. Son téléphone avait aussi disparu. Il était extrêmement en colère. Parce qu'aujourd'hui, c'était le jour où il négociait avec des investisseurs étrangers. Je suis arrivé à quelle heure hier soir? Lia m'a amené ici. Je n'étais pas de service hier, je ne sais pas. Je vais revenir. Ne touchez pas aux caméras de surveillance. Si vous osez les toucher, vous êtes mort. Le vice-président BC est dans tous ses états. Pris de panique, il est sorti et a percuté une autre voiture. Par manque de temps, il n'est pas descendu pour régler la situation, ce qui l'a conduit à provoquer un accident et à fuir. Il a été emmené au poste de police. Du côté des investisseurs, après avoir attendu sans résultat, ils sont partis, perdant ainsi confiance dans leur entreprise. Le fait que Park Jong-un ait causé un accident puis pris la fuite et ait été emmené au poste de police s'est répandu dans l'entreprise. Yoon sent à jubile à cause de cela. Il ne s'attendait pas à ce qu'il se cause sa propre perte. À ce moment-là, Jun-young reçoit un appel de Jian, lui demandant de préparer 10 millions wons comme pot de vin. C'est alors qu'il comprend que tout cela est l'œuvre de Lee Jian. Ensuite, Park Jong-un retrouve son téléphone dans la voiture. En voyant le niveau de batterie, il remarque que quelqu'un l'a délibérément éteint. Ensuite, il est allé à l'hôtel pour vérifier les caméras de surveillance et a trouvé la personne suspecte qu'il avait amenée. C'était le frère de Jian. Mais il avait habilement évité toutes les caméras de surveillance en chemin. Donc Park Jong-un ne pouvait fondamentalement pas l'attraper. Le vice-président Kang lui a dit de simplement abandonner. Après avoir été démis de ses fonctions, il serait envoyé travailler à Busan. Là-bas, il pourrait enquêter discrètement sur Jun-young. En route pour Busan, il a vu l'appel manqué de Park Jong-un, plongé dans ses pensées. Parce que sur le toit, il avait dit, après avoir éliminé Do Jun-young, ils iraient ensemble à Donggi pour célébrer. Maintenant, il a échoué à Donggi. Donc il avait déjà soupçonné Park Jong-un de trahison. À l'heure de sortie du travail, Park Jong-un et Do Jun-young se croisent. Cette fois, ils ont finalement commencé à parler. La prochaine personne, c'est moi. Pourquoi?
Il me semble que je n'ai rien fait de mal envers toi. Il est logique que je veuille éliminer Park Jong-un. Parce qu'il est mon ennemi. Mais pourquoi devrais-je t'éliminer? Tu as sûrement fait quelque chose de mal envers moi. Mais je ne sais pas quoi. Park Jong-un est toujours conscient. Mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec une affaire d'infidélité. Ensuite, il a utilisé sa carte de crédit pour emprunter 1 million de wons, parce que c'était la dernière fois qu'il invitait Jian à dîner. Les 9 millions de wons restants seraient remboursés en plusieurs fois pour elle. Il ne voulait plus dîner en cachette avec une employée. Jean a dit, « Tu n'es pas mon genre, n'est-ce pas ?» Cette phrase a mis Park Jong-un en colère. Il s'est levé et a pris l'argent sur la table, en disant à Jean de parler de ses 50 millions de wons dehors. Il ne voulait pas, à son âge, être manipulé par un enfant. Sur le chemin du retour, Lee Jian le suivait toujours. Park Jong-un commence à perdre patience. Il lui demande sans cesse 3 fois ce qu'elle veut finalement faire. Jian ne dit rien et se met sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Cela prend Park Jong-un par surprise. Il la repousse précipitamment. « Ne fais pas ça, je t'ai dit de ne pas faire ça. Tu comprends pas. » Jia se souvient de la nuit dernière. Elle rembobine l'enregistrement. Park Jong-un et l'aîné parlent dans le bar. L'aîné le complimente en disant qu'il résiste à la tentation. Donc il n'a jamais causé de problème. Park Jong-un a répondu calmement que c'était parce qu'il n'y avait pas de tentation. Et qu'il ne savait pas s'il était capable de résister à la tentation. Ou non. Se pourrait-il que le baiser d'avant était une façon de le tester? Juste au moment où il n'avait pas encore repris ses esprits. Une silhouette surgit au loin. C'était le frère de Jian, alors c'était un complot. Il avait pris une photo du moment où ils s'embrassaient, le lendemain. Il était perturbé toute la journée. La scène de la nuit dernière ne cesse de hanter son esprit. C'est pourquoi il a décidé de régler rapidement la situation. Le chef de service Park a dit devant tout le monde, « Vous n'avez pas besoin de venir travailler demain. » Yoon Santa, en tant que supérieur du chef de service Park, demande la raison du licenciement de Lee Jian. Le chef de service Park dit simplement qu'elle a des problèmes de caractère, mais il ne pouvait pas expliquer la raison exacte. C'est pourquoi Yoon Santa, qui s'opposait toujours à lui, ne l'a pas laissé obtenir satisfaction. Ensuite, le chef de service Park a convoqué Lee Jian dans la salle de réunion, pour une discussion claire. Lee Jian a alors dit qu'il lui ressemblait. Tous deux avaient l'air désabusés, sachant pertinemment que Jun Young voulait qu'il soit licencié. Mais tu fais toujours semblant d'être stupide, comme un prisonnier à vie innocent, qui se laisse porter par la vie. Cette phrase a vraiment touché son cœur. C'est pourquoi quelqu'un qui vit comme un zombie a embrassé l'homme d'âge moyen, vivant comme un zombie. Mais le résultat est toujours aussi insipide. Tes parents le savent-ils? Tu es comme ça, oncle. Parents savent-ils que tu es comme ça? Parle prudemment. Si tu continues à faire ça, encore une fois, je te dirai clairement pourquoi tu es licencié. Après cela, Jian a secrètement rencontré Do Jun-young. Voici la récompense après avoir éliminé Park Jong-un. Cependant, cette fois-ci, c'était un peu précipité. Do Jun-young lui a dit de rapporter la prochaine fois, et d'attendre l'autorisation avant d'agir. Jia a dit qu'il était trop tard. La photo prise hier soir a déjà été mise en ligne. Il y aura bientôt des rumeurs. À ce moment-là, allez-y, licenciez-le pour relation inappropriée entre un supérieur et un subordonné. Cela a donné à Jun Young une nouvelle perspective sur elle. Il pense qu'elle n'est pas une personne honnête. C'est pourquoi il a envoyé le dossier de Lee Jian à Cam Yoon et lui a demandé d'enquêter sur les antécédents de cette fille. Le soir, Wang a encore pénétré chez Jian. Cet endroit est aussi froid qu'une glacière. Il semble que personne n'y habite depuis longtemps. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, il a vu Lee Jian debout devant la porte, le regardant fixement. Elle est venue pour payer. D'abord, elle lui a donné 10 millions won, et lui a demandé d'écrire un reçu, en ajoutant une clause. Il ne doit pas entrer chez elle sans permission, sans son consentement. Lee Kang-in, bien sûr, ne va pas écrire. Torturer quelqu'un est la plus grande joie de sa vie. Ensuite, Lee Jian menace avec sa propre mort, pour lui faire perdre à jamais ce qu'il appelle le plaisir. Lee Wang-in menace à nouveau en utilisant sa famille, et affirme que torturer ses proches est aussi une joie pour lui. Jian esquisse un sourire glacial, et déclare qu'elle ne mourra pas seule. Ces paroles ont complètement provoqué la colère de Lee Wang-in. Même en cédant, elle devra en payer le prix. Commence à la frapper sans cesse dans l'hôtel. Cam Yoon a du mal à croire en voyant le dossier de Lee Jian. Car Jun Young a pris le dossier, et a découvert qu'il y a 6 ans, elle avait commis un meurtre, tuant le créancier Lee, c'est-à-dire le père de Lee Wang-in. Je vais te torturer jusqu'à la vieillesse. Je ne te laisserai pas mourir, assassin. Je devrais faire pareil. Je devrais aussi garder ton père en vie, pour le tourmenter éternellement. C'est que je suis trop bienveillant. Nuit d'hiver, la neige tombe. À ce moment-là, Jian était déjà couvert de blessures, tant physique que mentale. Malgré cela, elle n'a pas oublié d'acheter les kakis que sa mère aimait tant. Elle sortit le reçu et les kakis fraîchement achetés de son sac. En regardant la promesse de ne jamais envahir Jian, elle se sentit apaisée. Elle a agi ainsi entièrement pour vous,
après vous avoir ramené. Elle ne voulait pas que vous viviez dans la peur. Pour éliminer le chef de service Park, l'employé n'a reculé devant rien. Elle a trouvé quelqu'un pour prendre des photos compromettantes de lui. Les a publiées en ligne. Comme on pouvait s'y attendre, les photos ont été découvertes par des employés de l'entreprise. Mais le résultat a eu l'effet inverse. Parce qu'en se mettant sur la pointe des pieds, elle montrait qu'elle prenait l'initiative de l'embrasser. Et en même temps, on comprend pourquoi ce jour-là, le chef de service Park l'a licenciée. Ainsi, aux yeux de ses collègues, elle n'était qu'une commère, trop sûre d'elle-même. Ensuite, Jean s'est précipité pour appeler son frère, et lui a dit que le plan avait échoué. Supprime toutes les photos en ligne avant que le chef de service Park ne les découvre, parce que la femme connaissait son point faible. Elle l'a utilisé pour menacer Li Jean, en lui disant qu'elle devait obéir. Li Jean la méprisait. Parce que le travail de Jean consistait à organiser les documents de paiement à partir de nombreux indices. Cette femme avait aussi une relation illicite dans l'entreprise. Jean a dit que si elle devait mourir, elles mourraient ensemble. De toute façon, je ne suis pas un employé officiel. La femme grinçait des dents de colère. Quand elle voulait enregistrer la photo de Jian, elle ne pouvait plus la trouver. Après le travail, le chef de service Park est allé au bar. Mais l'atmosphère semblait un peu étrange. Il a découvert que l'aîné pleurait en cachette. Sous l'interrogation des deux frères, 101 a raconté les choses douloureuses qu'il avait vécues. Lui et le cadet vient d'ouvrir une entreprise de nettoyage. Aujourd'hui, en nettoyant l'escalier, 101 a accidentellement fait voler de la poussière sur un homme. 101 s'est excusé continuellement auprès de lui, mais l'homme ne voulait pas le pardonner. Il a dit qu'il était le contremaître du bâtiment. Il a menacé de changer d'entreprise de nettoyage. Pour 101, qui n'a encore rien accompli, il ne pouvait pas échouer à nouveau. C'est pourquoi pour s'excuser auprès de l'autre, 101 s'est agenouillé devant lui. Ensuite cette personne l'a insulté pendant 10 minutes, avant de le laisser partir. 101 est retourné au rez-de-chaussée et a vu une boîte de bento par terre. C'était sa mère qui l'avait apportée. Alors il n'arrêtait pas de se dire que sa mère n'avait pas vu la scène précédente. Elle avait sûrement posé le repas et était partie. 101 rentre chez lui, inquiet et angoissé. Il fait semblant que rien ne s'est passé. Mais quand sa mère reçoit la boîte à lunch, elle sourit. Ce sourire portait la reconnaissance et le réconfort pour lui, mais aussi de la douleur et un peu de déception pour son fils. À ce moment-là, 101 sait que sa mère a tout vu. Être faible, c'est bien. Être incompétent, c'est bien. Être intimidé dehors, ce n'est pas grave. Mais être vu par sa famille était quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Qui a poussé le plus jeune, Laura, dehors. Il est impulsif. Il ne supporte pas que sa famille soit maltraitée. Jom 1, craignant qu'il ne provoque des problèmes, l'a retenu fermement. Ce sentiment d'impuissance a profondément découragé les trois frères. Le lendemain, Park Jong-un, complètement bouleversé, a échoué pour la 7e fois à arrêter de fumer. C'est là qu'il a rencontré Lee Jian, en train de boire pour oublier ses soucis au nord. Jong-un remarque la blessure sur sa main. Mal à l'aise, il s'inquiète pour elle, comme s'il prenait l'initiative de briser la relation malaisante entre eux deux. Le soir, Jian écoute en cachette ce qui s'est passé la nuit dernière entre les trois frères. Ensuite, ils obtiennent des informations sur le chef de chantier nommé Kam Yong-woo. Après s'être séparés au supermarché, Park Jong-un va à la rencontre de Kam Yong-woo. Franchement, il a dit que celui qui s'est agenouillé hier était son frère. Ensuite, il a posé un panier de fruits devant lui. Calmement, il lui a dit « Moi aussi, je me suis déjà agenouillé devant quelqu'un. J'ai aussi été giflé et insulté. Tant que la famille ne le sait pas, ce n'est pas grave. Mais si tu fais ça, devant la famille de l'autre personne, alors, à ce moment-là, même tuer quelqu'un ne serait pas étonnant. » Ces paroles ont touché Jian. Elle se souvient de son passé. Après que le créancier l'a frappé, il a ensuite frappé sa grand-mère devant elle. Finalement, Jian a couru dans la cuisine et a poignardé le créancier. « Putain, tu parles trop, qu'est-ce que tu veux? Ma mère a vu. Je veux dire, maintenant, quoi que je fasse, ça ne te surprend pas. » La sonnette retentit. Le chef de chantier arrive avec un panier de fruits. Ils disent qu'hier, il n'était pas de bonne humeur. Il a bu un peu d'alcool et a agi de manière excessive. Il s'excuse sincèrement auprès de tout le monde. Il pense que Park Jong-un a juste dit quelques mots touchants et a pu convaincre un arrogant de s'excuser? Bien sûr que non. Les gens civilisés agissent de manière civilisée. Park 101, incompétent, a été harcelé. Sa mère a accidentellement vu la scène où il était à genoux. Nord, Jong-un, en tant qu'homme civilisé et rationnel, il utilisera sa propre méthode pour récupérer l'honneur de sa famille. Il sort un marteau de sa mallette. Mais l'adversaire est aussi quelqu'un d'expérimenté. Il n'a absolument pas peur de lui. Lee Jian entend que l'atmosphère est tendue. Il craint de ne pas pouvoir trouver le point faible de Park Jong-un. Il pourrait profiter de cette occasion pour en faire une grosse affaire. C'est un ingénieur en évaluation de la sécurité structurelle. Sa maladie professionnelle s'est de nouveau manifestée. Les murs porteurs ont été modifiés. Et en plus,
ils ont percé la structure principale du bâtiment. Absence de poutres, escalier construit sans autorisation, et des arbres plantés sur le balcon. Il a énuméré une série de problèmes. C'est à cause de gens comme vous que l'immeuble sans pont s'est effondré. On dit que vous possédez plusieurs bâtiments. Ils doivent tous avoir été construits de manière aussi désordonnée, non? Tant de bâtiments comme ça. Si vous êtes pénalisé selon la loi, on vous demandera de restaurer l'état initial. Vous serez ruiné. Prenez le panier de fruits. Prenez-le pour montrer votre vertu. Une personne instruite mais cruelle est plus effrayante qu'un voyou. C'est pourquoi cette scène est apparue dans l'épisode précédent. Il a apporté un panier de fruits pour s'excuser. Mais au fond de lui, il était extrêmement fatigué. La pression devenait de plus en plus forte. Il ne savait pas combien de temps encore. Il pourrait faire semblant devant les autres. Jian l'entendait respirer lourdement, et parfois émettre des sanglots étouffés. Ses yeux étaient embués de larmes. Peut-être que dans ce monde, seule Jian le comprenait vraiment. Mais elle se trouvait du côté opposé à lui. À ce moment-là, il a vu l'appel de son frère aîné. Alors il a rapidement ajusté ses émotions. Leur bon ami Jung est revenu de l'étranger. Le café de Jung est un endroit qui peut rassembler les voisins et les vieux amis. À leurs yeux, le plus accompli est ce gars en costume. Après qu'il ait bu 3 verres d'alcool, les émotions négatives réprimées ont éclaté. D'une manière impitoyable, les mots de Jean, autrefois réprimés, jaillissent maintenant. Un homme d'âge moyen gagne 5 millions de won par mois. Pourquoi est-il si désabusé? Comme un prisonnier à perpétuité honnête, se laissant porter par la vie. Quelqu'un me comprend, je semble aussi la comprendre. Tu l'aimes, n'est-ce pas? C'est douloureux. Pourquoi elle me comprend? Cela me fait tellement mal. Nous sommes tous des misérables. Je me demande si à ce moment-là, Jian entendait ces mots. Si cela aurait changé quelque chose en elle. Dans le métro, alors qu'il subissait une énorme pression, il a envoyé un message, disant qu'il ne voulait pas aller travailler, et que son corps semblait écrasé par des tonnes de fer. Un moine l'a éclairé en lui disant que son corps ne pesait au maximum que 120 kilos, et que ce qu'il appelait des tonnes, c'était son esprit. Jeondeok était autrefois son meilleur ami. Maintenant il a renoncé au monde et est allé en prison. Dong-un regarde fixement son téléphone, pensif. Soudain, Lee Ji-an lui donne un léger coup de pied. Elle a sa propre manière de le ramener à la réalité. Il réalise soudain qu'il va manquer son arrêt. L'entreprise. 2 factions commencent à se battre en secret. Depuis que Park Jong-un a été licencié, le poste de directeur général est toujours vacant. Les 2 camps veulent placer leur propre personne au pouvoir. Le camp du directeur Kang vise Park Jong-un. L'évaluation du supérieur direct est cruciale. Mais ironiquement, ton supérieur est justement le directeur Yoon, qui appartient au camp opposé. Il s'avère que c'est le coup stratégique de Do Jun-young de transférer Park Jong-un au département de sécurité pour que le directeur Yoon le freine et l'empêche à jamais d'avoir une chance de promotion. Au même moment, Park Jong-un revient de Busan. Il découvre que Do Jun-young agit en secret. Il utilise un téléphone 2G. Il fixe un rendez-vous en secret avec Park Jong-un. Il lui remet la liste des appels récents de Do Jun-young. Il espère qu'il pourra y trouver un indice. Jian surprend accidentellement leur conversation. Par compassion pour Park Jong-un, elle décide de garder le silence. Mais juste après, elle reçoit un appel de son amie. La propriétaire va expulser la grand-mère de Jian-ra parce qu'elle n'a pas payé le loyer. Heureusement, son amie a obtenu 3 jours de plus. Comme Jun-young est en pleine romance avec Kam, Yoon, Jean appelle. En voyant l'appel depuis le téléphone 2G, Yoon, jalouse, interrogeait Jun-young. Mais Jun-young l'ignorait complètement. Jean rencontre Jun-young et lui fait écouter l'enregistrement. De manière directe, mais Jun-young reste impassible. Il avait utilisé un téléphone public pour communiquer avec Yoon. Jian ne s'intéresse pas à cela. Elle souligne simplement qu'il complote pour renverser Jun-young. Et cet enregistrement peut tout à fait être utilisé contre lui. Park Jong-un. Si l'on trouve le répertoire téléphonique comme preuve, Jian vous demande d'envoyer l'enregistrement au service de surveillance. La situation de Park Jong-un devient critique. Elle regarde par la petite fenêtre grillagée de la prison, se reprochant d'avoir mis Park Jong-un dans cette situation difficile, alors qu'il voulait juste regarder la lune. Elle est déterminée à réaliser son souhait, cette petite chose de ma grand-mère, poussant le chariot à la hâte. En traversant la rue, elle a été heurtée par une voiture. Park Jong-un a accidentellement tout vu. Il l'a vue se relever précipitamment, ramasser les objets éparpillés puis continuer à courir. Elle a même oublié le kaki que sa grand-mère aimait tant. Park Jong-un a ramassé le kaki, inquiet qu'il soit arrivé quelque chose à la famille de Jian. Il a décidé de la suivre. Il appelle son nom. Mais lorsqu'il arrive dans le bidonville, il perd la trace de Jian. Il appelle, mais personne ne répond. Un moment plus tard, il entend un bruit. Il s'approche et voit Jean en train de descendre des affaires avec un chariot. Le chariot a failli se renverser. Mais heureusement,
Park Jong-un l'a retenu à temps. Il est surpris de voir une vieille dame recroquevillée dans le chariot. La vieille dame ressemble aussi à Park Jong-un, ne veut pas accepter la pitié des autres, mais Jean mal à l'aise. Jong-un pousse prudemment le fauteuil. Jean marche à côté pour aider. Tous deux poussent difficilement le fauteuil. Finalement, grâce à l'aide de Jong-un, ils ont descendu la vieille dame en sécurité. Jean garde toujours son air froid et arrache le fauteuil sans dire merci. Elle pousse la vieille dame vers un endroit pittoresque. Aider la vieille dame à réaliser un souhait simple. Elle demande à Jian au sujet de l'homme qui vient de les aider. Jian répond que c'est un collègue. Elle remarque qu'il semble être une bonne personne. Jian hésite longtemps avant de répondre. Elle dit que ceux qui ont une belle vie deviennent souvent facilement de bonnes personnes. Il est clair qu'elle ne veut pas admettre que Park Jong-un est une bonne personne. Sinon, le fait que tu l'aies piégé te tourmentera encore plus. Un moment plus tard, elle la ramène chez elle. Vraiment surprenant. Park Jong-un attendait toujours là, dans le froid glacial. Il avait deviné qu'il reviendrait. Cette fois, au lieu d'utiliser la poussette, il a porté la vieille dame dans les escaliers. Il se tenait silencieusement, observant la vie difficile qu'elle menait, tout comme ses marches irrégulières. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait la sensation d'avoir quelqu'un sur qui compter. Une sensation de chaleur et de paix étrange. Dong-un la porta dans la chambre. Elle utilisa des gestes de la main pour exprimer sa gratitude. Jian, avec son apparence froide, le rendait peu désireux de rester plus longtemps. Mais ensuite Jian sortit pour le raccompagner. Elle ne dit rien. Ce n'était pas parce qu'elle ne voulait pas remercier, mais parce qu'elle avait fait quelque chose de mal envers lui, la laissant sans savoir comment commencer. Les deux restèrent silencieux pendant un long moment. Finalement, Park Jong-un brisa le silence, en disant qu'elle était une personne gentille. Jean avait vraiment besoin d'entendre cela. Elle était trop habituée à la stigmatisation, au rejet et aux paroles cruelles des autres. Petit à petit, elle en était venue à se considérer comme une meurtrière maudite. C'est la société qui avait façonné une Jean si sensible, froide et perdue. Les compliments de Park Jong-un étaient comme une clé, ouvrant une porte. Son cœur, réveillant la bonté enfouie depuis longtemps. Elle avait trahi Park Jong-un 2 fois, mais dans son moment le plus désespéré, il fut celui qui lui tendit la main pour l'aider, lui apportant une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Mais l'enregistrement, accusant Park Jong-un qu'elle avait envoyé, est arrivé au bureau de surveillance. Le lendemain, elle a discrètement quitté la fête de l'entreprise. Park Jong-un l'a appelée, pour l'inviter à manger de la viande avec tout le monde. Avant, elle aurait ignoré. Mais aujourd'hui, elle a accepté. Pas parce qu'elle voulait s'intégrer, mais parce qu'elle voulait montrer du respect pour Park Jong-un. Ils sont assis loin l'un de l'autre. Park Jong-un tend une assiette de viande à chaud. Un collègue agacé jette une pince devant elle, lui ordonnant de servir tout le monde. Jian ne leur prête pas attention. Parfois, quand elle est de bonne humeur, elle riposte avec malice. C'est à ce moment-là que Do Jun-young et le directeur Yoon entrent. Park Dong-un va encore avoir des ennuis. Le directeur Yoon réprimande l'équipe bassiste pour avoir mangé sans autorisation, avant l'arrivée des supérieurs. Il reprochait encore à Park Jong-un sa manière de gérer le personnel. Park Jong-un se contentait de supporter en silence. Ensuite, il a été appelé pour saluer la direction. Le directeur Yoon ne manquait aucune occasion de se faire bien voir par Jun-young en compliquant la vie de Park Jong-un. Cette attitude affectait également les membres de son équipe. Tous devaient subir l'humiliation. Tout le monde se précipite pour remplir le verre de Jun-young. Pendant ce temps, l'équipe de surveillance revoit les caméras de sécurité, essayant de trouver le carnet d'adresse mentionné dans l'enregistrement. Il voit Park Jong-un le ranger dans un tiroir, et se rend immédiatement à son bureau pour le chercher. Le carnet d'adresse est une preuve cruciale. S'il le trouve, Park Jong-un sera licencié. Mais étrangement, le tiroir est vide. Le directeur Yoon a vu Park Jong-un assis en train de boire seul, et a commencé à chercher des ennuis. Jun-young en a profité pour se moquer de lui. Il a dit au directeur Yoon de laisser Park Jong-un tranquille, affirmant qu'il était habitué à trouver du plaisir par lui-même. Et c'est pour cette raison qu'il a pu rester chef de service si longtemps. Toute la soirée, Park Jong-un a dû endurer l'humiliation lorsque la fête touchait à sa fin et que les dirigeants se préparaient à partir. Quand un employé sous les ordres de Park Jong-un a bloqué Jun-young pour l'interroger sur le fait qu'en tant que directeur et junior de Park Jong-un, pourquoi il le traitait de cette manière. Le directeur Yoon s'est immédiatement précipité pour tenter de le frapper, mais a fini par accidentellement pousser Park Jong-un, qui est tombé au sol. Jun-young, furieux, réprimande les employés pour l'avoir retenu. Au lieu de retenir Park Jong-un, honteux, Jun-young part précipitamment, sans oublier de dire au directeur Yoon de couvrir les traces. Ne laissez pas le président savoir. Profitant de l'absence de Park Jong-un, un employé subalterne commence à se plaindre que c'est un mauvais patron. Ne savait pas comment se soumettre. Soudain, une gifle comme un coup de tonnerre s'abattit sur son visage. Jean se leva pour défendre Park Jong-un, et le traita de lâche.
Bak Dong-un marchait seul dans la nuit glaciale et enneigée, le cœur lourd. Il se sentait épuisé tant physiquement que mentalement. À travers les écouteurs, Jean entendit sa respiration haletante et ressentit la douleur qui déchirait son âme. Lorsque Bak Dong-un s'effondra dans la neige, Jean, arrête-toi. Après un long combat intérieur, elle ne peut plus contenir ses émotions et court vers lui. Elle se rappelle les paroles de Ki-un, le frère de Park Jong-un. Ce n'est pas encore le jour pour mourir. Je n'ai même pas mis de sous-vêtements de luxe. Pour Ki-un, un sous-vêtement de luxe est le dernier réconfort. Dans une vie marquée par la pauvreté, quand on est exposé nu à la morgue, quand Jean a trouvé Park Jong-un, il s'était déjà levé. Elle a décidé de ne pas le déranger. À la place, elle est partie chercher Jun-young. Jun-young était très en colère parce que Jean avait fourni des informations erronées. L'équipe de surveillance n'a pas trouvé l'annuaire. Jean a frappé le tambour, lui demandant pourquoi il s'embrouillait avec Kam Yoon-hee. À un moment aussi crucial, elle lui a conseillé de rompre. Jun-young a souri avec mépris, pensant qu'elle était vraiment naïve. Il a dit que Kam Yoon-hee était la personne la plus sûre. Elle ne révélerait rien de leur histoire à personne. De plus, dans cette période sensible, il ne pouvait absolument pas rompre avec elle. Qui sait, si elle était rejetée, elle pourrait faire des choses insensées. À ce moment-là, Yoon-hee s'était complètement rangé du côté de Jun-young pour permettre à Park Jong-un de quitter l'entreprise en douceur. Yoon-hee lui a conseillé de démissionner, et elle l'a même encouragé à emprunter de l'argent pour créer une entreprise. Seule, mais Jong-un a mal calculé. Il a besoin d'au moins 500 millions de wons pour pouvoir commencer à accepter des projets. S'il n'obtient aucun projet, il portera une dette énorme sur ses épaules. Yoon-hee essaie toujours de le convaincre, en lui demandant pourquoi il ne pense qu'aux choses négatives, et ne pense pas au fait qu'il pourrait gagner 500 millions de wons. BC Jong-un a toujours été rationnel et réaliste. 500 millions won n'est pas une petite somme, et il ne peut pas être aussi optimiste que Yoon-hee. En fin de compte, Yoon-hee lui a proposé de démissionner et qu'elle le soutiendrait. BC Dong-un reçoit un appel de sa femme. Elle veut qu'ils dînent ensemble. Mais il dit qu'il a déjà mangé. Il souhaite secrètement pouvoir devenir aveugle ou idiot, pour ne pas avoir à vivre dans la tourmente, quand on connaît la vérité, mais qu'on doit faire semblant de ne rien savoir. Le lendemain à l'entreprise, il croise à nouveau le président. La dernière fois, le président l'avait invité à dîner mais il avait refusé. Aujourd'hui, le président veut l'inviter à jouer au golf. BC Dong-un refuse à nouveau car il ne sait pas jouer. Le président généreux lui propose de choisir un autre sport. BC Dong-un, hésitant, dit qu'il sait jouer au football. Le président est bouche bée. Park Jong-un semble délibérément gâcher les rares bonnes impressions que le président avait de lui. Comparé à Park Jong-un, Do Jun-young est bien plus habile pour gagner les faveurs du patron. Sachant que le président aime les feux de camp, il a préparé un endroit à l'avance et invité le président à l'accompagner. Le lendemain, le président, Do Jun-young et Park Jong-un se sont assis ensemble. Le président sait que la venue de Park Jong-un ici n'est pas un hasard. Après une petite conversation, le président va droit au but. Il lui demande pourquoi il est venu ici. L'atmosphère devient tendue. Jun-young, qui cache un secret, et Jian, qui écoutent en cachette, retiennent leur souffle. Le président repose la question, et Park Jong-un répond qu'il a oublié la raison. Au moment décisif, tu n'as pas pu dire la vérité. Si tu l'avais dit, tu aurais pu renverser Do Jun-young. Mais c'était une arme à double tranchant. Tu n'aurais pas seulement blessé ta mère, mais tu aurais aussi perdu ton propre honneur. Le lendemain, en nettoyant le campement, tu as trouvé un gant. Et ton cœur s'est à nouveau serré. Au même moment, Do Jun-young envoyait des messages à Jian. Demandez-lui pourquoi Park Jong-un est venu au camping. Il ne savait pas que Park Jong-un se tenait juste derrière lui. Park Jong-un a demandé à Do Jun-young de poser son téléphone et l'a averti de ne plus jamais contacter Jean. Do Jun-young a réalisé qu'il avait compris que Park Jong-un connaissait son secret. Toute la journée, il a vécu dans la peur. Finalement, il n'a plus pu supporter. Profitant de ranger ses affaires, il défie Park Jong-un, dit clairement ce qu'il veut dire. Park Jong-un laisse tomber les affaires sur les mains de Jian, entendant clairement ce qui se passe. Park Jong-un demande à Do Jun-young de répondre à sa question. Sinon il dira tout au président. Il veut juste savoir si Yoon et savait-elle que Jun-young avait conspiré contre elle? La réponse n'était pas surprenante, mais elle a brisé le cœur de Park Jong-un. Jun-young, pris de panique, a trébuché, tombé et s'est blessé. Le camping s'est terminé dans une atmosphère lourde. Après avoir emmené Jun-young à l'hôpital, Park Jong-un lui a demandé de promettre deux choses. Premièrement, ils devaient se séparer en silence. Yoon-hee n'était pas au courant de la conversation et de la rencontre. Aujourd'hui, Park Jong-un continuera à faire semblant, comme si de rien n'était. Deuxièmement, Do Jun-young n'a plus le droit de lui nuire. Désormais,
chacun restera de son côté sans interférer. Jian entend ces mots et ressent de la déception. Elle connaît bien la vraie nature de Do Jun-young. Si elle ne profite pas de cette occasion pour l'éliminer, elle le regrettera sûrement. Le lendemain, Jae-ya a reçu un message de Do Jun-young, lui demandant de se taire et de ne pas approcher Park Jong-un. Do Jun-young a vu l'appel manqué de Yoon-hee, mais n'a pas répondu. Il semble qu'il tienne sa promesse après le travail. Les deux se sont rencontrés par hasard dans l'ascenseur. Do Jun-young a proposé à Park Jong-un de dîner ensemble, mais Park Jong-un a refusé car il avait déjà un rendez-vous. Bien que furieux, il doit leur donner du temps pour résoudre le problème. Dans le métro, Bae-se-dong demande pour la première fois à Jian au sujet de sa famille. Il sait que ses parents sont décédés et qu'elle n'a pas assez d'argent pour payer la maison de retraite. Sa tante doit vivre dans la rue avec elle. Bae-se-jong réalise le problème. La nièce n'est pas considérée comme un tuteur légal. Les personnes handicapées sans enfants peuvent être exemptées des frais d'hôpital. Il semble que Jian ne soit pas au courant de cela. Bae-se-jong explique à elle la procédure pour que sa grand-mère puisse entrer dans une maison de retraite gratuitement. Avant de se séparer, Jean lui propose de l'inviter à dîner. Bae-se-dong accepte. Il va même jusqu'à lui proposer de boire un verre. Il lui est toujours reconnaissant d'avoir rendu les 50 millions wons. Sans cet argent, il aurait été humilié et licencié par Do Jun-young. Jean lui conseille de renvoyer Do Jun-young ou se lancer dans les affaires pour échapper à cette vie misérable. Mais au fond de lui, Park Jong-un n'avait plus d'espoir. Il comparait sa vie à l'enfer, sur Terre, et pensait que seule la rédemption pourrait le libérer. Chung partageait également ses pensées pessimistes. Dans un moment d'impulsivité, elle lui demanda « Puis-je t'aider à le tuer ?» Park Jong-un ne pouvait que sourire, et lui proposer d'aller boire un verre. Après le repas, il a même acheté une portion à emporter pour la grand-mère de Jian. Avant de partir, il a laissé échapper « Je t'ai aussi sauvé une fois ». Jian ne savait pas du tout qu'elle avait été embauchée grâce à Park Jong-un. Sans lui, avec un CV presque vide, elle n'a pas pu obtenir ce travail. La grand-mère de Jian mangeait avec appétit. Elle complimentait le plat et disait qu'elle se sentait vraiment chanceuse. Mais ce qui la rendait vraiment heureuse, ce n'était pas la nourriture, mais le fait qu'enfin, une bonne personne soit apparue aux côtés de sa petite fille. En voyant le sourire de sa grand-mère, Jian se sentait aussi réchauffée. Le lendemain, Park Jong-un, inquiet, demandait à Park Jong-un l'identité de la personne mystérieuse. Park Jong-un ne veut pas qu'il sache que c'est sa femme. Alors il ment en disant qu'il ne l'a pas encore trouvée. Park Jong-un est méfiant. Il demande à Park Jong-un l'adresse du patron des téléphones publics. Il veut enquêter lui-même dès qu'il rentre chez lui. Park Jong-un déchire l'annuaire. Il doit trouver un moyen d'arrêter Park Jong-un. Au même moment, la femme mystérieuse profite de moments heureux à l'hôtel. Elle se délecte de la musique. Jun-young, habillé avec soin, quitte ensuite le concert. Jian vient de lui envoyer de nouvelles informations. Voici une conversation entre Park Jong et Park Jong-un. Après leur séparation, Park Jong-un a contacté la société de télécommunications pour demander le retrait de cette cabine téléphonique publique. La raison invoquée était que quelqu'un urinait fréquemment là-bas. Ça cause une mauvaise odeur là-bas. Il a même proposé de payer pour le démontage. Finalement, les deux parties ont trouvé un accord. Jian n'a pas trahi Park Jong-un. Elle voulait montrer à Do Jun-young que Park Jong-un agit activement pour se protéger, en espérant qu'il abandonnerait l'enquête. Mais Jian était trop naïve. Do Jun-young propose de vous payer 1 million won par semaine pour continuer à surveiller Park Jong-un. Il ne peut pas laisser une bombe à retardement, comme Park Jong-un existait dans l'entreprise. Tout à coup, Jun-young a pris des mesures. Il a réalisé que la conversation au camping ce jour-là avait aussi été espionnée par Jean. L'enregistrement audio pouvait totalement être utilisé contre lui. Pensant à cela, Jun-young ne pouvait s'empêcher de frissonner. Jian utilisait l'argent qu'il gagnait pour rembourser ses dettes. Liu Hongyi a réalisé que quelqu'un aidait Jian. Si cela continuait ainsi, elle échapperait bientôt à son contrôle. Il était déterminé à trouver cette personne et à couper les ressources financières de Jian. L'épouse de Park Jong-un a de nouveau appelé pour le presser de démissionner. Cela prouvait que Jun-young n'avait jamais abordé ce sujet avec elle. Furieux, Park Jong-un l'a traîné sur le toit. Jun-young avait aussi perdu son calme. N'avais-je pas dit que tu devais rompre en silence ? C'est fini, je ne t'écouterai plus. Vas-y, rends tout public si tu veux. On verra qui perdra le plus dans cette histoire. Fais comme tu veux, allons jusqu'au bout. Jian se sentait inquiète. Elle devait faire quelque chose pour aider Park Jong-un. Jun-young est retourné au bureau, furieux. Son téléphone sonnait sans arrêt. Il a vu le nom de Yoon Hye sur l'écran. Et, encore plus agacé, il a jeté son téléphone de côté. Yoon l'a rappelé, en disant qu'elle voulait manger quelque chose de bon un peu plus tard. Mais Jun-young a répondu après un moment, en mentant qu'il était au camping.
et a refusé sa proposition. Jean a vu la voiture noire de Yoon et s'est précipité pour l'arrêter. Elle est tombée par terre après la collision. Lee Wang-in la suivait à tout vu. Yoon descend de la voiture, paniquée, pour vérifier si Jean est blessé. Quand Jean lève la tête, Yoon la retient. Elle réalise que Jean est la personne du CV de ce jour-là. Celle qu'elle a embauchée dans l'entreprise pour faire face à Park Jong-un. Jean sort son téléphone et lance l'enregistrement de la conversation entre elle et Do Jun-young. Jean s'était préparé à cette situation. Ce jour-là, elle avait délibérément interrogé Do Jun-young. Pourquoi il avait choisi de fréquenter Yoon? Sa réponse suffisait à prouver que il n'aimait pas du tout Yoon. Jean fait écouter cet enregistrement à Yoon, révélant le vrai visage de Do Jun-young. Pour s'assurer que Do Jun-young mentait, Yoon arrive au camping. L'endroit est complètement désert. Elle se rend compte qu'elle a été trop stupide. L'action de Jean est de vouloir aider Park Jong-un à renverser la situation, au moins pour empêcher sa femme de se rallier à l'ennemi. Dong-un est assis seul dans un bar. Un sentiment de solitude l'envahit, elle ne vient pas. Le barman demande qui, Dong-un demande à nouveau. La fille légèrement vêtue, très jolie. La fille qui était avec lui la dernière fois. Elle n'est pas venue. En entendant cela, Jian ne pouvait pas rester assise. Elle voulait le rejoindre immédiatement. Ses sentiments pour Park Jong-un allaient bien au-delà de l'empathie. Ils avaient dépassé les limites de l'amitié. Mais elle comprenait aussi très bien qu'elle ne pouvait pas franchir cette limite. Elle était déchirée entre l'amitié et l'amour. Finalement, elle est arrivée au bar juste avant que Park Jong-un ne parte. Elle lui a proposé de rester pour boire un autre verre. Maintenant j'en sais que c'est Park Jong-un qui l'a retenue à l'entreprise. Elle explique que son seul passe-temps mentionné dans son CV est la course à pied, parce que c'est seulement en courant qu'elle peut oublier ses soucis et les difficultés de la vie. C'est alors qu'elle est vraiment elle-même, partageant le même sort. Park Jong-un propose de lever un verre ensemble, pour un avenir plus radieux. Les deux rient, dissipant un peu de leur gêne. Sans s'y attendre, Lee Wang-in assiste à cette scène. Il pense à tort que Jian a trouvé l'amour. C'est aussi le début de la rupture dans la relation entre Jian et Park Jong-un. Sur le chemin du retour, Park Dong-un se confie sur son mariage. Il a toujours poursuivi des choses qu'il pensait lui apporter de la sécurité. Mais une fois obtenues, il s'est rendu compte qu'elles étaient pleines de fissures. Ces choses qui étaient autrefois son soutien moral ne lui appartiennent plus désormais. Jian dit qu'il a vécu 3000 ans. Ils se séparent dans la nuit. Jian s'est soudain arrêté, est descendu et a dit à Théo, Park Jong-un, courage. Ces paroles étaient comme une lueur d'espoir dans la nuit sombre, réchauffant le cœur. En rentrant chez lui, Park Jong-un a vu sa femme en pleurs. Il en devinait la raison. Bien qu'elle ait menti en disant qu'elle avait perdu le procès, Park Jong-un lui a laissé son espace. Le lendemain, en arrivant à l'entreprise, Yoon a vu que la cabine téléphonique publique était en train d'être démontée. C'était comme un point final à leur relation extra-conjugale. Jun-young n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il était confus parce que Yoon ne répondait pas à ses appels. Après le travail, il s'est rendu à leur lieu habituel. Yoon lui a envoyé un message. Elle lui a dit qu'elle était allée au camping hier, et qu'en tant qu'avocate, elle n'aimait pas le sentiment de perdre. Jun-young était paniqué. Il s'inquiète que Yoon fasse quelque chose de stupide. Alors il l'appelle sans cesse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mère de Park Jong-un. Yoon n'est pas allée chez son mari depuis longtemps. Elle éteint son téléphone pour ne pas être dérangée. Silence, écoutant tranquillement les rires chaleureux de la famille. Park Jong-un, elle est heureuse pour lui. Pendant que sa belle-mère prie, Yoon rallume son téléphone. Une série d'appels manqués et de messages apparaît. Park Jong-un voit tout mais il ne fait rien. Ensuite Yoon va voir Joo Jun-young. À sa grande surprise, Joo Jun-young propose de rompre. Il sait que Park Jong-un détient son secret, et même si Yoon veut se venger, elle n'osera pas révéler cette affaire. Yoon insulte Joo Jun-young, regrettant amèrement pour avoir gaspillé 2 ans de sa vie pour un type comme lui. Leur relation de collaboration est officiellement terminée. De retour à la maison, Yoon s'effondre et tombe malade. Le soir, Park Jong-un achète de la nourriture pour sa femme et rencontre par hasard Lee Wang-in. Lee Wang-in le heurte intentionnellement et le provoque. Jean entend la voix de Lee Wang-in à travers l'oreille. Elle écoute cet enregistrement en boucle. Avec ce qu'elle sait de Lee Wang-in, il ne ferait certainement pas cela sans raison. Finalement, elle a compris son objectif. Lee Wang-in a découvert toutes les informations sur Park Jong-un à travers les papiers dans son portefeuille. Il a appelé l'entreprise de Park Jong-un pour demander Jean. L'entreprise a répondu qu'elle ne travaillait pas aujourd'hui. Lee Wang-in était ravi. Il avait encore une chance de saboter le travail de Jian. Juste au moment où il s'apprêtait à sortir, Jian est apparu. Elle lui a dit «
Je travaille dans une entreprise, avec un salaire de 1,1 million de wons par mois, mais je dois te payer 1,2 million de wons. Je dois aussi laver la vaisselle et nettoyer chaque nuit, pour payer le loyer et les frais de subsistance. Je travaille si dur pour ne pas avoir à te tuer. Si tu oses me faire virer, je n'aurai pas d'autre choix. Tu oses me menacer, Lee Wang-in? À ce moment-là, le bruit des sirènes de police a retenti dehors. Jean avait signalé à la police que Lee Wang-in avait volé un portefeuille. Elle lui a demandé de le rendre, sinon la police l'arrêterait. Lee Wang-in était furieux. Il a récité par cœur toutes les informations personnelles de Park Jong-un, puis il a jeté le portefeuille par la fenêtre. Jean l'a averti. Si tu touches à lui, je te tuerai. Peu de temps après, Park Jong-un reçoit un appel, lui annonçant que quelqu'un a retrouvé son portefeuille, et lui demandant de venir le récupérer au café. Jean retourne à l'entreprise. Park Jong-un veut lui demander pourquoi elle est en retard, mais il hésite. Finalement, il pose la question, et Jean ment en disant qu'elle s'est rendormie. Park Jong-un pousse un soupir de soulagement. Le groupe du directeur Kang souhaite promouvoir Park Jong-un au poste de directeur exécutif, afin de contenir Jun Young. Il a demandé au directeur Jung d'explorer l'opinion de Park Jong-un. Park Jong-un a constamment refusé, en disant qu'il était plus adapté au travail technique, plutôt qu'à la gestion. Il a rapporté cette affaire au directeur Kang. Au cours des dernières années, Park Jong-un reste toujours neutre. Il ne prend pas parti. Le directeur Kang pense que Park Jong-un est une personne fiable. Parce que Jun Young a piégé Park Jong-un, il a décidé de le nommer au poste de directeur général. Le nom de Park Jong-un apparaît sur la liste des candidats, sur l'ordinateur du directeur Yoon. Il est furieux et veut savoir qui a nommé Park Jong-un. À l'exception du directeur Yoon, le supérieur direct, personne n'a le droit de proposer un candidat. Il a ouvert la liste et a vu le nom du directeur Kang. Celui qui occupe un poste plus élevé détient toujours plus de pouvoir. Le directeur Yoon ne peut pas utiliser le règlement de l'entreprise pour s'y opposer. Le directeur Kang, il a signalé cette affaire à Do Jun-young. Do Jun-young a senti que la situation devenait de plus en plus critique, et s'est précipité hors de l'entreprise. Famille. Reçu un message de Do Jun-young lui demandant de le rencontrer. Park Jong-un a également appelé Park Jong-un, exerçant une pression pour le forcer à agir. C'est le moment d'agir, alors ne sois pas indulgent. Si tu te retires de la course, tu es sûr de mourir. Do Jun-young demande à Jean quelle est sa relation avec Park Jong-un. Jean ment en disant qu'il parle rarement. Do Jun-young lui donne 10 millions won. On vous demande d'approcher Park Jong-un. Après que tout soit réussi, vous l'accuserez d'abus de pouvoir, pour harcèlement sexuel, parce que Jun-young veut que leur relation évolue, au point de pouvoir manger ensemble. Cela signifie que Park Jong-un vous aime bien. Jian ne croyait pas ses oreilles et a demandé plusieurs fois. Juste manger ensemble signifie qu'il aime bien? Oui, c'est ça. Park Jong-un n'est pas comme les autres. Il dîne avec une femme. Cela signifie qu'il l'apprécie. Et il ne le niera jamais. Tous deux sont des personnes de principe, mais au fond de ces principes se cache un sentiment qu'ils ne devraient pas avoir l'un pour l'autre, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer. Ils ne peuvent nier son existence. B.C. Jong-un s'est battu avec un voyou. À travers des écouteurs, Jian a entendu qu'il s'était battu à cause d'elle. Elle a éclaté en sanglots. B.C. Jong-un est rentré à la maison. Il a menti à sa femme en disant qu'il s'était blessé en jouant au foot. Yoon a fondu en larmes. Elle sentait que B.C. Jong-un lui cachait tout, y compris le fait qu'il avait découvert la relation entre elle et Do Jun-young. Elle a voulu appeler Do Jun-young pour lui demander des comptes, mais elle s'est ravisée. S'ils se disputent, Park Jong-un entendra, car il fait semblant de ne rien savoir. Elle ne veut pas non plus révéler la vérité. Le lendemain, elle rencontre Do Jun-young. Do Jun-young nie tout. Maintenant que les choses en sont là, pour que Park Jong-un tienne sa promesse, et aussi pour se protéger, Do Jun-young commence à parler en bien de Park Jong-un. Il m'a demandé de garder le secret avec toi. Je ne devais pas te révéler la vérité. Il voulait que je m'éloigne de toi en silence. Il a dit que si tu savais qu'il était au courant, tu ne vivrais plus avec lui. Il sait que nous nous sommes séparés, et il veut que tu fasses semblant que rien ne s'est passé. Les paroles de Do Jun-young ont profondément embarrassé Yoon. Elle a également compris ses véritables intentions. Yoon s'est retourné contre Do Jun-young, jure qu'il le fera payer. Jian avait déjà reçu de l'argent de Jun Yang auparavant. Hésitait encore à le rendre ou non. Mais après ce qui s'est passé hier soir, elle a décidé d'utiliser cet argent pour rembourser toutes les dettes de Lee Wang-in. Lee, plein d'espoir. Il n'avait plus aucune raison de la tourmenter. Ou en d'autres termes, il n'avait plus aucun prétexte pour la revoir. Baek Jong-un passait souvent devant le café de Jo-me. Après le travail, Jean a apporté un cadeau et il attendait toujours avec les mêmes chaussures. Mais cette fois,
Elle n'était plus aussi gênée qu'avant. Elle lui a directement tendu le cadeau et annoncé que sa grand-mère avait été admise en maison de retraite. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Bak Jong-un lui a demandé combien elle devait encore. Il se sentait coupable d'avoir appris son histoire. Jean a répondu qu'elle avait déjà remboursé toutes ses dettes. Tout est fini. Encore une fois, Jian pousse le fauteuil roulant de sa grand-mère sur le chemin, rugueux familier. Aujourd'hui, sa grand-mère va déménager à la maison de retraite. Park Jong-un les accompagne et les aide à arriver. Il prend les bonbons et les snacks qu'il a préparés pour elle. Elle tapote doucement sa main et écrit quelques mots dans son carnet. Maintenant, je peux être tranquille. Je peux partir en paix, sans plus m'inquiéter. Parce qu'à côté de Jean, il y a quelqu'un de bien comme vous. Elle prend la main de Park Jong-un et la pose sur son front pour exprimer sa gratitude. Jean regarde en arrière avec nostalgie en quittant la maison de retraite. Sa tante dit que c'est la meilleure fin possible. Jean se retourne 3 fois avant de partir. Maintenant, elle a remboursé toutes ses dettes et sa tante a un refuge. Le seul fardeau qui reste dans son cœur est le passé, ses propres fautes. C'est aussi pourquoi elle est toujours si fermée et difficile d'approche. Et c'est Dong-un lui a dit que la façon dont les autres la perçoivent dépend de la façon dont elle se perçoit elle-même. Tant qu'elle ne s'en soucie pas, les autres ne s'en soucieront pas non plus. Cela finira par ne plus avoir d'importance. Il lui conseille de laisser tomber le passé et commencer une nouvelle vie. Vivre conformément à son nom. Vivre en paix partout. Ensuite Park Jong-un participe à une réunion secrète. À l'invitation du directeur Ohang, Jun-young s'inquiète de les voir se rassembler. Il appelle Jean et lui demande d'activer le logiciel d'écoute. Jean le fait à contre-cœur. La réunion est en fait une interview pour Park Jong-un. Préparer la prochaine promotion. Mais cela s'est transformé en une séance d'humiliation par Jun-young. Ce n'est qu'un opportuniste avide qui s'accroche aux femmes riches, pensant qu'il est vraiment fortuné. Il est arrogant et prétentieux, un homme méprisable. Il n'a aucune honte à être un gendre par intérêt. Et pourtant, il a été expulsé en moins d'1 an. Malgré cela, il ose encore se présenter comme le gendre du groupe. Sam Jin. En entendant ces paroles, Jun-young était à la fois furieux et inquiet. Sa priorité absolue reste d'éliminer Park Jong-un. Le plan de diffusion de fausses rumeurs est en place depuis un moment. Mais Jean et Park Jong-un ne se sont rencontrés que 2 fois. Bien sûr, ce n'est qu'un mensonge de Jean. À cause de Jun-young, il t'a donné 3 jours pour prouver tes compétences. Il cherche aussi secrètement à remplacer Jian. Même Lee Wang-in doit se méfier de Jun-young. Après tant de souffrance, Yoon-hye a finalement décidé de retourner auprès de sa famille. Elle est allée au restaurant de son beau-frère, pour la première fois depuis son ouverture. Elle a aussi pris l'initiative d'aller dîner chez sa belle-mère. Park Jong-un sait que Yoon-hye n'est pas ce genre de personne. Il comprend la raison derrière ses actions. Même si cela le met mal à l'aise, mais pour préserver la paix dans la famille, il a essayé d'accepter. Sur le chemin du retour, ils ont discuté joyeusement. Ils ont rencontré Jean par hasard. En entendant leur rire, Jean s'est senti déçu. Le lendemain, les hommes de Do Jun-young ont apporté quelques photos. Park Jong-un et Jean semblaient très proches. Do Jun-young a immédiatement pris rendez-vous avec Jean. Demande à elle d'expliquer. Face aux preuves, Jean ne peut pas nier. Elle admet et explique à Jun-young qu'elle n'a pas rapporté parce que ces photos n'ont aucune valeur. Si on les utilise pour répandre des rumeurs, cela ne fera que se retourner contre nous. Ils vivent dans le même quartier. Qu'un chef de service aide une vieille dame, la solitude de l'employé ne fera que lui valoir des éloges. Jean remarque que quelqu'un les prend en photo en cachette. Elle fait signe à Jun-young de ne pas se retourner pour éviter d'être repéré. Jean sort calmement. Elle ne parvient pas à attraper le photographe, mais l'appareil photo a été laissé tomber. Jean le donne à Jun-young. À l'intérieur, il y a bien des photos de Do Jun-young. C'est que si ces photos tombent entre les mains du directeur Kang, il aura de gros ennuis. En fait, ce n'est qu'une mise en scène de Jean. Elle sait qu'elle est en position de faiblesse. C'est pourquoi elle a créé une situation fictive pour détourner l'attention. Do Jun-young le rend méfiant. Et il n'ose plus la convoquer pour l'interroger. BC Dong-un est de plus en plus tourmenté. Ces images dégoûtantes hantent ton esprit. Tu ne veux pas rentrer chez toi, errant seul dans un bar. Jean t'observe silencieusement de loin, elle remarque soudain une personne suspecte dans une voiture. Cette fois, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est clairement quelqu'un de Jun-young. Les photos précédentes ont sûrement été prises par lui aussi. Sur le chemin du retour, Jian suit secrètement Park Jong-un et l'homme suspect. La femme au chapeau les dépasse rapidement. Park Jong-un reconnaît Ji-an. Il lui demande pourquoi elle est en colère et pourquoi elle fait semblant de ne pas le connaître. Ji-an réfléchit longuement, puis prend une décision audacieuse et douloureuse. Pour protéger Park Jong-un, elle doit couper les liens avec lui. Ji-an admet qu'elle l'aime, mais elle se rend compte que ce n'est pas l'amour qu'elle désire. Elle ne veut pas avoir à s'inquiéter pour lui en secret, ne veut pas s'angoisser quand il erre, seul dans la nuit.
Elle doit mettre fin à cet amour non partagé. La déclaration surprenante de Jian laisse Park Jong-un perplexe. Il ne sait pas quoi dire et lui demande de rentrer chez elle. Jian refuse d'abandonner. Elle le supplie en prononçant des mots cruels, insistant sur le fait qu'il l'aime aussi. Park Jong-un reste figé. Jean s'approche de lui pour le défier. Si tu ne me frappes pas, je considérerai que tu m'aimes. Je dirai à tout le monde que Park Jong-un aime Lee Jean. Jean se lève, le regard déterminé, sans aucune peur de retourner à une vie obscure. Avant de rencontrer Park Jong-un, tout s'est passé trop vite. Park Jong-un n'a pas eu le temps de réagir. Il ne pouvait que regarder la silhouette de Jian s'éloigner. Jian avait décidé de rompre cette relation. Son amour était intense et déterminé. Les chaussures que Jean lui avait offertes avaient aussi disparu. Le monde de Park Jong-un était de nouveau plongé dans l'obscurité. Le restaurant de Jung se trouvait sur le chemin de Jean. Park Jong-un y allait souvent. J'espère pouvoir vous revoir. Mais je rentre toujours chez moi plein d'espoir déçu. En rangeant mes vêtements, j'ai accidentellement entendu la conversation téléphonique de ma femme. Même s'il sait que nous nous sommes rencontrés, est-ce que ça change pour lui? Il est au courant pour nous depuis longtemps. Se revoir une fois de plus, qu'est-ce que ça changerait? Baek Jong-un ressent de la douleur. À faire semblant, comme si elle ne savait pas, et le fait que ta femme sache que tu fais semblant, sont deux choses complètement différentes. Tu te sens vraiment misérable et pitoyable. Tu ne peux plus le supporter. B.C. Jong-un se rend au temple. Il cherche un vieil ami pour confier ses pensées. Son ami se moque de ses sacrifices pour sa famille. Est-ce que tu voudrais que ton fils vive une vie comme ça à l'étranger? Personne ne valorise tes sacrifices. Tu sais, ton ami t'a aussi révélé un secret. Ta mère va souvent prier au temple. Elle réprimande toujours 101 et qui, à cause de leur caractère rebelle. Mais elle n'a jamais été vraiment peinée. À cause de ses deux fils. Contraire, elle s'inquiète toujours pour Dong-un, le fils le plus accompli. Elle sait que quoi qu'il arrive, 101 et qui vivront toujours bien. L'ami conseille à Park Dong-un de vivre pour lui-même, et d'être heureux comme ses deux frères cadets. Park Jong-un revient à l'entreprise avec une apparence totalement différente. Il décide de ne plus supporter cela. Il fait irruption dans le bureau de Do Jun-young et le confronte bruyamment. Pourquoi n'a-t-il pas tenu sa promesse? Pourquoi a-t-il tout raconté à Yoon-hee? Tout le monde dans le bureau a entendu. Ils étaient surpris par l'action de Park Jong-un contre Jun-young, qui disait qu'il n'avait rien révélé. Park Jong-un, sans dire un mot, a frappé directement Jun-young au visage. L'incident a secoué toute l'entreprise. La direction est en conflit interne. Chaque action peut entraîner des conséquences imprévisibles. Ainsi, l'affaire a été rapidement réglée. Sur le chemin du retour, Park Jong-un s'est approché de Jean pour lui demander au sujet des chaussures qu'il lui avait offertes. Jean a admis les avoir jetées. Elle a demandé à Park Jong-un de la licencier le lendemain. Elle a dit que ce serait très embarrassant s'ils continuaient à travailler ensemble. Mais la vraie raison est qu'elle voulait. Park Jong-un a été promu, facilitant ainsi son recrutement exceptionnel. Elle pourrait être utilisée contre lui. Park Jong-un a catégoriquement refusé. Il a dit qu'il ne voulait pas d'une autre personne qui lui briserait le cœur. Il voulait qu'elle oublie tout et qu'ils redeviennent amis. Il espérait que Jean s'intégrerait avec tout le monde et travaillerait dur, même si elle quittait l'entreprise plus tard. Vous pourriez aussi trouver un meilleur travail, même si on se croise dans la rue dans 25 ans. Je vous saluerai avec plaisir. Finalement, il vous a proposé de lui acheter une autre paire de chaussures. Ces paroles sincères vous ont ému. Baek Jong-un regardait le football distraitement. Yoon-hee ne pouvait plus supporter cette situation. Elle voulait clarifier les choses avec lui. Elle lui a proposé de boire un verre ensemble. Baek Jong-un savait ce qu'elle voulait, mais il a quand même accepté. Yoon-hee balbutie difficilement en prenant la parole. Baek Jong-un ne sait pas non plus quoi dire. Les deux sont tendus. L'esquive en sortant, et Baek Jong-un évite le sujet. Il n'est pas encore prêt à affronter la vérité. Mais Yoon-hee ne peut plus supporter ce tourment. Plus longtemps. Chaque jour qui passe, elle se sent de plus en plus oppressée, jusqu'à un jour où les deux rangeaient les courses qu'ils venaient d'acheter. Yoon-hee s'agenouille soudainement devant Park Jong-un. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, tout est de ma faute. Pourquoi as-tu fait ça? Je te demande pourquoi. Il y a tant d'hommes dehors. Pourquoi lui? Comment as-tu pu avec lui? Ils ont passé toute la nuit éveillés, à parler franchement. Le lendemain matin, Park Jong-un est parti très tôt de la maison. Jian rend visite à sa grand-mère à la maison de retraite. Elle pense encore à ce qui s'est passé la nuit dernière. Sa grand-mère lui tapote l'épaule et lui demande des nouvelles de Park Jong-un. Jian se met soudainement à pleurer. L'image de Park Jong-un de la nuit dernière lui revient en tête. Pourquoi est-il le père d'un enfant? Et pourtant il a trompé sa femme. Son acte est comme une déclaration de peine de mort pour moi. Comme si tu me disais que Park Jong-un méritait cela. Je suis inutile, autant mourir. Souviens-toi de ces mots. Jian pleure à chaudes larmes,
sa tante inquiète demande à Anne. Jian essaie de contenir ses émotions, dit à sa tante que Park Jong-un va bien. Il l'invite souvent à dîner, et l'aide dans son travail, et il pourrait bientôt être promu. En entendant cela, elle se sent rassurée. Elle est aussi heureuse pour son bienfaiteur. Mais Jean n'a toujours pas dit pourquoi elle pleurait. Sa tante insiste et Jean répond en sanglotant. Je suis heureuse d'avoir rencontré quelqu'un de bien comme lui. Je me sens vraiment chanceuse. Yoon s'agenouille devant Park Jong-un. Le dernier masque de fausseté tombe enfin. Les émotions réprimées depuis longtemps de Park Jong-un éclatent. Après s'être calmé, Yoon exprime ses sentiments. Dans son cœur, Park Jong-un a toujours été la personne la plus importante. Mais pour Park Jong-un, la personne la plus importante est sa mère. Il est plus triste qu'elle n'est même pas la deuxième personne. Il a un grand frère, un petit frère et son meilleur ami Jung-hee. Elle se sent abandonnée et seule. Yoon savait que l'infidélité était une erreur. Elle comprenait aussi que Park Jong-un avait beaucoup souffert pour sa famille. Elle a dit qu'elle continuerait à jouer cette comédie avec lui. Si un jour il ne pouvait plus supporter cela et voulait arrêter, elle accepterait. Park Jong-un avait perdu l'amour. Bien que cela lui fît mal, il se sentait aussi soulagé. Ce soir-là, il est allé à l'entreprise pour faire des heures supplémentaires avec ses collègues. Jian était là aussi. Elle essaie de changer, de tenir sa promesse à Park Jong-un. Grâce aux efforts de tout le monde, le travail a été terminé plus tôt que prévu. Pour attraper le dernier métro, ils courent rapidement vers la gare. Ils ont choisi de partager les difficultés avec tout le monde. Park Jong-un a aussi retrouvé son moral. Ils courent vers l'avant, vers un avenir plus radieux, laissant derrière eux les souffrances et les épreuves. Park Jong-un court devant, tandis que Jian suit juste derrière. Les autres sont laissés derrière, incapables de monter dans le train. La caméra change de scène. Jong-un et son groupe de collègues viennent de se séparer. Ils marchent sur une route déserte et silencieuse. Les lampadaires projettent de longues ombres qui glissent devant le petit restaurant de Jung-hee. La porte est fermée hermétiquement, annonçant la fin d'une journée de travail épuisante. Soudain, Ki-bong a pris la parole, taquinant Jong-un à propos de la présence de Jian à ses côtés. Ton département va bien ces derniers temps, hein? Comme Jong-un rentre toujours seul. La présence de Jian a éveillé la curiosité de tout le monde. Il s'est empressé de s'expliquer. Elle est employée dans notre entreprise. Aujourd'hui, elle a travaillé tard, alors je l'ai raccompagnée. Salut doux et léger s'éleva vers lui de la part de Jean. Elle se dirigeait vers l'homme d'âge moyen qui venait d'arriver. Après avoir appris que Jean vivait aussi dans ce quartier, l'atmosphère devint soudainement animée. Le groupe proposa de la raccompagner chez elle. Jusqu'à la maison, bien sûr. Ki-bong lança avec enthousiasme devant tout le monde. Jean était un peu gênée et confuse. Le chemin du retour sembla soudain plus court. Grâce aux histoires partagées, Jung-hee, d'un ton plein de jalousie, remarque. Si jeune, à peine dans la vingtaine. Jean répond d'une voix lasse. J'aimerais tant arriver vite à votre âge. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne serai plus aussi fatigué. Ces paroles surprennent tout le monde. Fatigué? Demande Jung, interloqué. Un tel raisonnement mature ne convient pas à une jeune fille. Elles, qui ont déjà traversé tant d'amertume et de douceur dans la vie. Je pense en silence, à cet âge-là. Combien d'entre eux sont vraiment satisfaits? Chacun porte en soi ses propres histoires, ses propres fardeaux, mais le temps leur a appris à sourire et à avancer. Jung y prend doucement le bras de Jian sans rien dire. Il sourit chaleureusement et marche en silence jusqu'à la porte délabrée de la pension de Jian. Jong-un dit au propriétaire de changer la porte pour elle. Sinon elle se cassera facilement si on force trop. Puis il se tourna pour appeler Moon Shin-yang. Le voisin grand et costaud, Moon Shin-yang. Bonjour, une voix grave et chaleureuse résonna. Bonjour, répondit Jong-un, tandis que Moon Shin-yang s'interrogeait. Pourquoi êtes-vous tous ici à cette heure? Jong-un expliqua. Ce sont des employés de ma société qui vivent ici par hasard. Quand tu as le temps, garde un œil pour voir si quelqu'un a de mauvaises intentions ici, d'accord? D'accord, je comprends, répondit Moon Shin-yang en hochant la tête. Tout le monde a dit au revoir à Jian, puis s'est dispersé un à un. Jian est resté là, regardant silencieusement leurs silhouettes disparaître dans la nuit. Un sentiment chaleureux et indescriptible a envahi son cœur. Pour la première fois, elle a ressenti la chaleur de l'humanité, l'attention sincère de voisins pourtant éloignés, les adieux simples de Moon Shin-yang. Le sourire doux de Jung-hee. Cela s'est gravé profondément dans l'esprit de Jian, réchauffant son cœur solitaire et glacé. Sur le chemin du retour, Jian n'était plus à ses côtés. Jong-un retrouvait son calme habituel et sa discrétion. Influencé par l'histoire de Jian, Jung-hee se remémora soudainement son propre amour tragique. Elle raconta à Jong-un et à Ki-bong l'histoire de l'homme qu'elle avait profondément aimé, celui qui avait choisi de devenir moine avec un simple adieu, laissant dans son cœur une blessure béante, qui l'empêchait de s'ouvrir à quiconque d'autre. Kia a reçu un appel d'urgence. Au bout du fil, c'était la voix inquiète de Jian. Kia, c'est Jian.
Je suis là. Supprime toutes les conversations avec le directeur Park. Tout de suite, quelqu'un a envoyé un mail anonyme, dénonçant ta relation avec Jong-un. Jean a conseillé Kia de continuer à surveiller cette boîte mail et a promis de résoudre ça bientôt. Il est clair que Do Jun-young a commencé à agir. Il a même appelé Cho Kam-yoon, la femme de Jong-un. Mais Jong-un n'est toujours au courant de rien. Il a seulement vu Jean quitter précipitamment l'entreprise. La scène se déplace vers la terrasse du bâtiment de Jian. Kam-yoon et Do Jun-young se tiennent là. Jian habilement raconte les rumeurs qui circulent dans l'entreprise à propos de la relation entre Kam-yoon et Jong-un à Do Jun-young. Après avoir parlé, elle se retourna et partit, laissant les deux avec leurs propres pensées. Kam-yoon se tourna vers Do Jun-young, avec un ton déterminé. Jong-un et moi n'avons plus rien à cacher. Même si tu rends tout public, ça ne changera rien. Elle avertit qu'il ne continue pas ses actions stupides. Avec un ton plein de regret, elle dit « Je suis désolée, Dong-un, je ne veux pas que ce mariage se termine, à cause de la personne qu'il déteste le plus. Alors je resterai à ses côtés, en supportant tout, jusqu'à ce qu'il me déteste et veuille en finir. C'est seulement à ce moment-là que ce sera une raison valable pour nous séparer, et non pas à cause de toi. C'est tout ce que je peux faire pour Dong-un. » Écoute ces mots. Jun-young se sentit soudain jaloux et en colère. Pourquoi tout le monde prend la défense de Jong-un, même Lee Jian? Il réalisa qu'il avait été trompé par elle. Jang-yoon comprit alors l'intention de Jian. Elle essayait de protéger Jong-un. Elle s'inquiétait pour lui et savait que elle devait faire quelque chose pour arrêter Jun-young. Jian retourna dans sa petite chambre humide. La silhouette de Kam-gin apparut soudain à la porte. Leur dette avait été réglée équitablement. Il semblait n'y avoir aucune raison de se revoir. Mais Kam-gin continuait à venir. Jian comprenait bien qu'il avait encore des sentiments pour elle. Mais il portait aussi une haine profonde envers celle qui avait tué son père. C'était Wang-in elle-même, déchirée entre amour et haine. Il ne savait pas comment lui faire face. Il n'avait pas le droit de pardonner à Jian. Et blesser elle semblait être la seule façon pour lui de se libérer du poids qui pesait sur son cœur. Les apparitions de Wang devant la porte de Jean étaient un mélange de nostalgie déchirante et de tourment. Il pointait du doigt les marches menant à la chambre délabrée. Ces marches ressemblaient beaucoup à la pente. D'autres fois, sa voix se brisait. C'était le chemin où mon père l'avait battu jusqu'à l'évanouissement. Puis je t'ai porté sur mon dos pour rentrer. En disant cela, des larmes ont coulé sur le miroir du visage marqué de Wang-in. L'amour et la haine déchirantes l'ont rendu perdu et désorienté, incapable de trouver un sens à la vie. Dans la salle de réunion luxueuse de l'entreprise, l'évaluation pour la promotion de Dong-un est en cours. Le directeur Yoon a soudainement rayé le nom du candidat précédent. À la place, c'est Jian, un employé sous contrat. Le directeur Jung s'oppose. Pourquoi Lee Jian? Elle n'est qu'une employée sous contrat. Mais le directeur Yoon First elle insiste pour que Jean participe à l'entretien. Même si elle est employée sous contrat, elle est toujours sous la gestion de Park Jong-un. Jian est conduite dans la salle de réunion. Elle s'assoit tranquillement dans un coin reculé. Le directeur Yoon avec un regard perçant regarda directement Jian et demanda « Avez-vous des sentiments pour le directeur Park, n'est-ce pas ?» Toute la salle de réunion resta silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers Jian. Après un moment de silence, elle admit. Sa réponse découragea les partisans de Jong-un, tandis que le camp du directeur Yoon affichait un air satisfait. Mais Jian ne s'arrêta pas là. Elle commença à raconter son passé de brimade et de harcèlement, et comment elle ne s'était jamais appuyée sur l'IA, ne pas chercher à être reconnue. Puis elle a parlé de Jong-un, celui qui a changé sa vie, celui qui lui a montré sa propre valeur. C'est le directeur Park qui m'a aidé à abandonner cette obsession. Depuis, j'ai voulu changer. À ce moment précis, le président de l'entreprise est entré dans la salle de réunion. Elle a assisté en tant qu'observateur. L'apparition du président n'a pas déstabilisé Jean. Elle a continué son récit, en exprimant sa gratitude envers Dong-un et l'entreprise. Ces 3 mois de travail ici ont été la période la plus chaleureuse de mes 21 années de vie. Chaque fois que je passe devant ici et que je vois le bâtiment de l'entreprise, mon humeur s'améliore instantanément. Toute ma vie, je prierai pour la société de construction Saman, en espérant qu'elle prospère de plus en plus. Les paroles sincères de Jian ont touché le cœur du président, lorsqu'il les a entendues par le biais de son secrétaire. Jong-un est extrêmement ému. Il dit à Jian que je ne suis pas aussi bon que tu le dis. Jian répond avec un regard déterminé. Tu es une bonne personne extrêmement bonne. Son affirmation n'est pas seulement un compliment, mais aussi un réconfort. C'est une grande source de motivation pour Jong-un, qui avait autrefois pensé qu'il était sans valeur. Avant de quitter la salle de réunion, Jian hésite. Je peux te donner un câlin pour te soutenir? Mais Jong-un a habilement refusé. Je ne suis pas prêt pour un geste aussi intime. Juste au moment où Jong-un sortait de la salle de réunion, Do Jun-young est apparu. Il regardait Jian avec des yeux furieux. Démissionne toi-même.
Jian a répondu sans peur, je ne partirai pas. Je dois voir de mes propres yeux le directeur. Park te virer de l'entreprise. Do Jun-young ricane. Tu es en train de te condamner toi-même, Lee Jian. Il rappelle l'affaire où Jian avait piégé Park Jong-un. Et maintenant que toute l'entreprise sait que tu as des sentiments pour Jong-un, c'est toi qui en subiras les conséquences. J'en sors calmement son téléphone et lance l'enregistrement qui capture toute la conspiration de Do Jun-young. Sa voix résonne clairement. Indéniable. Quelle honte, il semble que l'IA ait aussi ses faiblesses. Des compétences de méchant, mais elles ne sont pas montrées tout au long du film. Jun-young reste figé, incapable de parler. Le lendemain matin, les deux frères Dong-un se rendent chez l'aîné pour apporter du kimchi fait par leur mère, qui en remarque par hasard la porte cassée et demande « Vous vous êtes disputé ?» Kam Yoon reste silencieuse, Sang-un se précipite pour expliquer. C'est juste qu'il a commis quelques erreurs. Ki-un, avec son caractère franc et direct, demande « Qu'est-ce que belle-sœur a fait de mal? Ne me dites pas qu'elle a eu une liaison ?» Le silence de Kam Yoon est comme un aveu, laissant Sang-un sous le choc. Il ne s'attendait pas à ce que la situation soit si grave. Sur le chemin du retour, les deux frères Dong-un restent silencieux. Ils repensent à la blessure sur la main de Dong-un, se souvenant des fois où il s'énervait sans raison. Sang-un ne pouvait retenir ses larmes. Ki-un, avec son tempérament colérique, ne cessait de se blâmer. « Merde !» cria-t-il en frappant violemment le volant. Sang-un essayait de calmer son frère Ki-un. « Allez, Ki-un, ça va aller. » Park Jong-un, après avoir rencontré son frère, décida de retrouver Park Jong-un comme convenu. La rencontre eut lieu dans un petit restaurant chaleureux. Jong-un avait l'air inquiet. Conseille Jong-un d'être prudent avec Lee Jian. Tu devrais être prudent avec Lee Jian. On dit que, il semble qu'elle soit une personne de Ju Jun-yang. Il a analysé que si on enquête bien sur Jian, on pourrait trouver un point faible de Ju Jun-yang. Mais Jong-un, avec une grande confiance en Jian, écoute en silence, sans bouger. Jong-un continue de révéler une information importante. J'ai trouvé celui qui m'a drogué ce jour-là, et j'ai prévenu la police. Il n'a pas échappé aux caméras de surveillance, mais s'est caché dans un coin pendant des heures, créant un alibi parfait. Cette nouvelle a rendu Jian nerveuse. Elle a immédiatement appelé son frère Ki-bom, sa voix pleine d'urgence. Ki-bom, écoute-moi, c'est grave. Nous devons partir d'ici tout de suite. Le plus tôt sera le mieux. Ki-bom est naturellement timide, effrayé par la complexité de la situation. Il accepte précipitamment. Mais Jian a besoin de plus de temps pour régler les affaires de Jong-un. Elle dit à son frère, « Donne-moi juste un jour de plus. » Elle s'inquiète pour le directeur Park en ce moment. Jun-young n'avait pas le temps de récupérer son enregistrement. Il s'est tourné vers un caïd notoire. Ainsi, il a interrogé Wang In sur l'endroit où se trouvait le frère de Lee Jian. En échange, il lui a promis de l'aider plus tard à affronter Lee Jian. Wang In avait tout de même des principes. Après tout, lui et Jian n'étaient pas entièrement ennemis. Alors il a fait semblant. Ne connais pas ce garçon, ne monte pas sur son bateau. Cette nuit sera sûrement une nuit blanche. Beaucoup de difficultés les attendent. Kam Yoon. Après avoir parlé avec les deux frères ce matin, elle se sentait lourde. Finalement, elle a pris son courage à deux mains pour parler à son mari Jong-un. Je suis désolée. Tes deux frères connaissent mon histoire avec Do et Jun-young. Jong-un, en entendant cela, ne pouvait que rester silencieux. Son silence était comme une tempête qui couvait, ce qui rendait Kam Yoon encore plus inquiète. Ensuite, il est apparu dans notre restaurant. Le grand frère allait bien. Elle a retenu ses larmes et lui a demandé s'il voulait manger quelque chose. Ki-un était un peu excité. Il a directement jeté du papier et un stylo devant lui, et lui a dit d'écrire le nom de cet homme. Sinon, il irait demander à sa belle-sœur. Dong-un ne peut plus se retenir. Il s'est battu avec Ki-un de l'intérieur vers l'extérieur. Puis ils sont revenus se battre dans le restaurant. Au fond de lui, il se sentait enfin un peu soulagé. Jian a entendu leurs pensées. Son humeur était également influencée par Park Dong-un. Avant, mon père me disait tous les jours, ces choses-là ne sont rien du tout. Mais maintenant, plus personne ne me dit ça. Alors je me le dis à moi-même. Ces choses ne sont rien du tout. Dong-un utilisait cette phrase pour réconforter Jian. Elle vient de comprendre le poids de cette phrase. Il a utilisé son soutien moral pour trouver chaud. Point d'appui pour Jian. Le grand frère s'excuse. Elle a dit que si la belle-sœur demande pardon, il faut absolument accepter. Après tout, Yoon s'est mariée dans une famille pauvre. Ces dernières années, elle a aussi beaucoup sacrifié. En même temps, il se reproche d'être un grand frère incapable. À chaque fois, il faut que Monsieur Chu nous fasse boire jusqu'à tard dans la nuit. Le grand frère appelle Kam Yoon. Au début, il riait encore en annonçant que tout allait bien à Dong-un. Mais peu à peu, il ne pouvait plus contenir ses émotions. Belle-sœur, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu, tu as dû te débrouiller toute seule comme ça. Je suis vraiment désolée. Il voit son frère
Il voit Dong-un endurer tout cela sans rien dire. Le voir comme ça le rend vraiment triste. Mais cela prouve que Dong-un aime beaucoup sa belle-sœur. Notre famille est ainsi. Dong-un est seul à l'intérieur. Donc il n'y a plus de bruit chez Jian. Elle veut envoyer un message de réconfort. Mais elle ne sait pas quoi dire. À ce moment-là, son frère appelle. Il y a des bruits de pas précipités à l'intérieur. Il s'avère qu'il a été découvert par la police. Jian, il est temps de partir d'ici. En même temps, Li Wang commence à agir pour obtenir l'enregistrement. Il se met en action. Il se rend chez le frère de celle-ci et prend tous les ordinateurs. Peu de temps après, la police arrive aussi. Mais il ne trouve rien. Il est temps de partir. Elle envoie 2 messages comme un adieu à Dong-un. Je te souhaite bonne chance pour ton entretien demain. L'entretien ne signifie rien, mais il n'a pas vu Dong-un répondre. Alors elle était un peu déçue. Tant d'apprentissage immédiat, sauf pour lui. C'est la première personne à utiliser cette phrase pour l'encourager. Merci, il n'a rien dit. Qui-un ne comprend pas qui pourrait faire que Dong-un remercie de manière vide. Dong-un vient de mentionner Li Jian en parlant des mots qu'elle m'a dit pour m'encourager. Même si tu veux vraiment mourir, ne meurs pas. Tu es une personne très bien. Courage. Quelqu'un me soutient de cette manière. Cela m'aide à continuer de respirer. Merci à toi, merci d'être à mes côtés. Ces mots étaient comme une goutte d'eau dans l'océan. Heureusement, j'ai pu les entendre et être profondément touchée par ces paroles. En plus du fait qu'ils vont se séparer aujourd'hui. Elle pleurait comme une pluie matinale quand Dong-un rentrait à la maison. Il était épuisé. En voyant sa femme endormie sur le canapé, elle souffrait et ne pouvait pas dormir. Mais Dong-un ne ressentait plus rien pour elle. Il retourna à son bureau, avec le bruit de la porte qui se ferme. Cam Yoon et ouvrit lentement les yeux. Cette scène lui semblait familière. Faire cela parfois, c'est ne pas savoir quoi faire. Il se pourrait aussi qu'il n'ait plus de visage. Elle range ses bagages, prête à partir d'ici. Elle regarde autour d'elle pour dire adieu à cet endroit. Un endroit où elle a ressenti la chaleur de la vie. Un endroit qui lui a apporté de la chaleur. Bae-seong-un découvre qu'elle n'est pas venue au bureau. Il l'appelle mais elle ne répond pas. Il est très inquiet. Mais c'est l'heure de l'entretien pour la promotion. Il doit entrer dans la salle de réunion, inquiet. Le directeur Yoon lui met constamment des bâtons dans les roues, par des questions incisives. Bae-seong-un n'a rien fait de mal, donc il n'a pas peur. Il a dissipé tous les doutes. Le directeur Yoon a de nouveau évoqué Jean, lui demandant de s'expliquer. Pourquoi avoir recruté une personne avec un casier judiciaire pour meurtre? Cette nouvelle a provoqué une agitation dans toute la salle. Jian, en entendant cela, s'est arrêtée. Cette affaire ne pouvait pas être ignorée. Bae-seong-un a répliqué. Dis-lui qu'elle n'est pas une meurtrière. Le verdict est légitime défense. Le juge a déclaré qu'elle était innocente. En même temps, il ne comprend pas pourquoi. Li Jian est encore condamnée ici. Pourquoi ne pas la laisser tranquille? Pourquoi s'accrocher au passé de quelqu'un? Le directeur Yoon, en colère, le réprimande pour avoir pensé ainsi, disant que c'est une entreprise. Il crie au directeur Yoon. Les employés dans une entreprise sont des êtres humains, et non des machines froides et insensibles. Ces paroles étaient très puissantes. Elles lui ont encore une fois donné de la motivation. La première chose que Park Dong-un a faite en revenant a été de demander des nouvelles de Jian, mais il n'y avait toujours aucune information. Il a ouvert un tiroir par hasard, et a découvert que les chaussures offertes par Jian étaient réapparues. Il se tenait juste là. Il a réfléchi longtemps avant de comprendre. Li Jian a peut-être quitté l'entreprise. Il a immédiatement appelé la maison de retraite. Il a appris que sa grand-mère y était toujours. Cela prouve que Jian est encore à Séoul. Ensuite, Dong-un s'est précipité dehors. Que ce soit chez Jian ou chez le vieil homme qui ramasse des déchets, il n'a trouvé aucune trace d'elle. Finalement, cet espoir pour le bar. Jung se souvient des paroles de Jian. Personne ne veut l'aider plus de 4 fois. Elle-même est comme un puits sans fond. Elle est seule, où est-elle en ce moment? Jung, triste, réalise qu'elle a dit qu'elle avait rencontré. Tôt ce matin, elle était assise devant la porte. Jian est passée et s'est assise avec elle un moment. Elle a dit qu'elle avait quitté son travail et qu'elle allait déménager près de sa nouvelle entreprise. Elle a dit qu'elle aimait ce quartier. Selon Jung, il vaut mieux dire qu'elle aime quelqu'un dans ce quartier. En écoutant leur conversation, je me suis sentie un peu coupable. Alors j'ai dit au revoir à Park Dong-un. Sinon il serait toujours inquiet. Donc, sur le chemin du retour, Park Dong-un a reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Li Jian. La première chose qu'elle a dite, c'est que son téléphone était cassé. Park Dong-un est resté silencieux. Un moment plus tard, il lui demande pourquoi elle appelle seulement maintenant. Où es-tu en ce moment? J'en réponds qu'elle est à Gangnam et qu'elle a trouvé un nouveau travail. Elle ne voulait pas que tout le monde organise une fête d'adieu pour quelqu'un avec un casier judiciaire. Elle avait aussi peur qu'il soit effrayé en découvrant la vérité plus tard. C'est pourquoi elle a choisi de partir discrètement. De toute façon, ce n'est pas si important. C'était pareil dans son ancienne entreprise. L'attitude résignée de Jean le rend profondément triste. Alors il est resté silencieux très longtemps désolé.
Pourquoi l'oncle s'excuse-t-il? Vous m'avez aidé 4 fois. Vous êtes aussi du même genre que moi. Vous êtes même quelqu'un que j'aime. Même si je pouvais revivre une fois de plus, je ne regretterais rien. Ai-je le courage de revivre une fois de plus? Plus tard, quand on se croisera, on se saluera joyeusement. Quand vous mourrez, appelez-moi. Tu dois absolument m'appeler. Comme ça, les deux se sont soutenus à travers des jours sombres, se disant au revoir avec chaleur et tristesse, mais difficilement. Elle entendait encore sa respiration haletante dans les écouteurs. Elle savait que c'était le son de la répression. Ensuite, elle a rencontré son frère, et a découvert que l'ordinateur à la maison avait disparu. Elle pensait que la police l'avait pris. Il y a des preuves de culpabilité à l'intérieur. Alors il a dit à Lee Ji-an de se cacher absolument bien. Après avoir parlé, il lui a donné une nouvelle carte SIM. Le son révélé est le complot de Do Jun-young. Maintenant, cet enregistrement est chez Lee Wang-in. Ses frères connaissent la valeur de cet enregistrement audio. Actuellement, on estime qu'il pourrait extorquer 1 milliard. En ce moment, Do Jun-young est très inquiet. Il n'arrive pas à joindre Lee Ji-an. Il ne peut que lui envoyer des messages vocaux car il est au courant. Park Dong-un, drogué, a alerté la police. Alors il a dit à Ji-an de se cacher. S'il se faisait attraper, même Park Dong-un aurait des ennuis. Il n'avait pas fini de parler que la sonnette a retenti. Lee Ji-an est réapparu parce que Jun-young lui a répété ce qu'il venait de dire. À partir de ces paroles, Jean a obtenu quelques informations parce que Jun-young pensait que ces enregistrements étaient chez Jean. Cela prouve donc que ce n'est pas à cause de Jun-young que Jean est venu à cause de Park Dong-un. Elle a assuré à Jun-young qu'elle se cacherait toute sa vie. Mais si un jour elle se faisait attraper, elle ne mentionnerait absolument rien de délicat. Entre mari et femme, Park Dong-un espère que le témoignage de Jun-young sera cohérent avec le sien. Ensuite, son regard passe du couteau à Jun-young. Il a déjà tué quelqu'un, et maintenant il n'ose pas tuer une deuxième personne? Je tuerai tous ceux qui osent s'en prendre à. Park Dong-un est quelqu'un qui a traversé des jours sombres. Ji-an se consume en silence, juste pour éclairer l'obscurité dans le cœur de Dong-un, pour qu'il trouve rapidement une issue. Elle se cache, dans un endroit où il ne pourrait jamais la trouver. Le moment le plus heureux de chaque jour était d'écouter secrètement sa voix. Maintenant, Dong-un connaît enfin la vérité. Il comprend tout clairement. Il s'avère que Ji-an a toujours été à ses côtés. Courage. Lee Ji-an, appelle-moi, je le sais déjà. Je sais que tu m'écoutes. Ce n'est pas grave, appelle-moi. L'appel inattendu a surpris Ji-an. Elle prend son téléphone et court à toute vitesse vers la cabine téléphonique publique. Mais cet appel n'est pas destiné à Dong-un, car Dong-un connaît déjà la vérité, ce qui prouve que quelque chose est arrivé à son frère. Comme elle l'avait prévu, cela ne manque pas. Son ami lui dit que son frère a été arrêté par la police hier. Mais tant que Ji-an n'est pas arrêté, ils ne peuvent pas porter plainte. Dong-un attend jusqu'à la fin du film, mais elle ne le rappelle toujours pas. Au moment où il était confus, une image a soudainement surgi dans son esprit cette nuit-là. Elle avait quitté son travail et utilisé un numéro inconnu pour l'appeler. Il devait sûrement pouvoir retrouver ça. Alors il a commencé à rechercher l'historique des appels. À ce moment-là, il était très calme et persévérant. Il a finalement retrouvé ce numéro. En glissant sur l'écran, il a rapidement porté le téléphone à son oreille. Mais il n'y avait qu'un signal indiquant que la connexion était impossible. Ji-an lui avait dit que c'était un téléphone public. On peut seulement appeler, mais pas recevoir d'appel. Alors on utilise toujours la méthode habituelle. Localiser le téléphone via la compagnie de télécommunications. Il semble avoir oublié qu'ils peuvent écouter ces appels. Bonjour. Excusez-moi, je voudrais localiser une cabine téléphonique. Le numéro est le 2 à 750 à 3199. Taxi, je voudrais aller à Essadamdong. S'il vous plaît, conduisez vite. Que dois-je faire? Fuir ou affronter? Après tout, elle l'a déjà trahi. Elle ne peut pas faire face à un passé qu'elle a dissimulé. C'est pourquoi elle choisit encore la première option. Elle retourne chez elle, prend ses affaires et quitte précipitamment les lieux. Peu de temps après, Dong-un arrive, mais dans un endroit si vaste. Trouver Ji-an devient un problème difficile à résoudre. Il ne peut que chercher en errant. Elle semblait agir sans la moindre hésitation. Mais au fond d'elle, elle était profondément tourmentée, son esprit envahi par l'image de Dong-un disant à ses frères « J'ai fait une erreur, désolé. J'ai compris toute l'histoire. Dis-le 10 fois, j'ai eu tort. Dis, j'ai eu tort. Allez, répète-le 10 fois, j'ai eu tort. » Ces paroles résonnaient sans cesse dans sa tête. Elle portait un profond sentiment de culpabilité. Et finalement, elle s'effondra. Elle s'est accroupie, incapable de retenir ses larmes. Elle répétait sans cesse « J'ai eu tort ». C'était son regret et son repentir envers lui. Peut-être que cela lui apporterait un peu de réconfort. Baek Dong-un est revenu les mains vides. Il avait laissé son téléphone dans la chambre. Assis, perdu dans ses pensées, devant sa femme. Il lui a raconté l'histoire de Ji-an. Bien sûr,
Cam Yoon a également partagé certaines choses qu'il ignorait, y compris le fait que Jian pourrait partir mais refuse. Sinon, Jun-young trouvera quelqu'un d'autre pour éliminer Dong-un. Elle aide Dong-un de tout cœur à empêcher les mauvaises choses de se produire. Finalement, Dong-un dit tristement à sa femme, « Maintenant cette fille est dans une impasse. Elle est en fuite. » Recherchée par la police pour avoir piégé Park Dong-un, elle se cachera pour toujours, parce qu'elle sait ce qu'elle supporte le moins. Cam Yoon a été émue par les actions de Jian. Et elle s'est sentie honteuse et embarrassée par ce qu'elle avait fait. Elle s'est accroupie à côté de son mari, le suppliant de tout lui raconter. Et à cause de Jun-young, elle ne pouvait pas laisser Jian vivre caché indéfiniment. Ensuite, elle s'est excusée auprès de Dong-un. Elle n'aurait pas dû laisser cela arriver. Lee Jian, je suis Cam Yoon, j'ai tout entendu. Allons au poste de police ensemble, ne fuyons plus. Je vais t'aider. Tu n'auras rien à craindre. Dong-un et moi avons décidé de parler de mon histoire, et de celle de Jun-young. Désolé, Jian nous a contactés. En ce moment, Jian ne porte pas d'écouteurs, et ne rejoue pas l'enregistrement audio de Dong-un au cinéma. À ce moment-là, elle a été percutée par une voiture. En voyant son expression de douleur, elle doit être gravement blessée. Au moment où le conducteur s'apprêtait à appeler la police, elle a réprimé sa douleur, s'est relevée et s'est éloignée en boitant. Bik Dong-un est venu assister à une réunion secrète des dirigeants de haut niveau, mais son téléphone mis sur écoute a rendu tout le monde méfiant. J'ai laissé mon téléphone à la réception. Il prévoyait de simuler une attaque contre Dong-un pour créer une atmosphère de danger. Si Lee Jian a écouté, il pourrait être en danger. Il ne restera certainement pas les bras croisés. Elle apparaîtra. Il l'emmènera au poste de police. Dong-un est dans une impasse. Il ne peut pas utiliser des moyens vils contre Jian. C'est pourquoi il demande à son aîné un peu de temps. Il convaincra Lee Jian de se rendre. Ensuite il se rend au poste de police, préparé à libérer sous caution le frère de Jian, pour qu'il puisse envoyer un message à Jian, que cette histoire n'est rien du tout. Vraiment, ce n'est pas grave. Il faut absolument que Jian entre en contact avec lui. Après cet accident de voiture, Jian est très faible. Elle n'a même plus la force de parler. Ki-bom transmet les paroles que Park Dong-un vient de lui dire. Il y a encore une mauvaise nouvelle. L'archive de l'enregistrement a été perdue. Elle n'est pas entre les mains de la police. S'ils se font attraper, sans pouvoir prouver qu'ils ont été manipulés par quelqu'un d'autre, ils devront assumer l'entière responsabilité. Depuis que Dong-un a découvert les écoutes, Jian ne porte plus d'écouteurs. Elle ne peut plus continuer à écouter. À ce moment-là, la porte de la pièce s'ouvre et elle sursaute. Il s'avère qu'elle s'est cachée chez le vieil homme chargé du ménage de l'autre côté. Lee Wang a entendu un enregistrement archivé à son sujet. Ce sont les paroles de Jean à Dong-un. Lee Wang était aussi une bonne personne. Il a toujours été très gentil avec moi. À l'époque, son regard était totalement différent d'aujourd'hui. Chaque fois que son père frappait Jean, il intervenait toujours. Mais il ne pouvait pas non plus éviter d'être battu. Wang-in. Il souffrait parce qu'il m'avait aimé autrefois. Je souffrais parce qu'il avait été une bonne personne. Un père cruel leur avait volé leur enfance. Cela a finalement changé la vie des deux personnes. À ce moment-là, les complices de Lee Wang utilisent ces enregistrements pour faire du chantage. Jun-young lui a demandé de préparer 100 millions de wons. Il le contactera à tout moment. Après la tombée de la nuit, Bak Dong-un retourne chez Jian et voit les affaires jetées dehors par le propriétaire. Il réalise qu'elle n'a rien emporté avec elle. Bak Dong-un est à la fois triste et en colère. Il lui parle au téléphone. Mais peu importe combien Dong-un l'appelait, il n'obtenait aucune réponse. Comme si elle avait disparu de ce monde. À ce moment-là, un appel inconnu est soudainement arrivé. Allô, avez-vous des nouvelles de Jian? C'était le vieil homme chargé du ménage qui l'appelait. Jian était gravement malade, elle ne mangeait ni ne buvait. Elle avait une forte fièvre persistante et refusait d'aller à l'hôpital. C'est pourquoi le vieil homme ne pouvait pas la voir ainsi. Dong-un a calmé ses émotions, puis a ouvert la porte. Il l'a enfin vue après tant de jours de séparation. L'apparition de Park Dong-un l'a prise par surprise. Il se tenait là, silencieux, la regardant simplement. Un instant plus tard, elle a souri froidement avec amertume, et lui a lancé des paroles sarcastiques, voulant utiliser cette méthode pour le pousser à s'éloigner d'elle. Park Dong-un a sincèrement exprimé sa gratitude. Il l'a remercié de ne pas l'avoir abandonné, après avoir écouté son histoire, et lui a assuré qu'il serait certainement heureux. Si Jian le voyait pitoyable, elle en aurait le cœur brisé. En revanche, s'il voyait Jian triste à cause de lui, il ne pourrait pas le supporter non plus. C'est pourquoi il ne veut pas souffrir lui-même, et encore moins voir Jian triste. Il veut absolument que Jian le voie heureux. En entendant cela, Jian éclate en sanglots. Elle espère vraiment que Dong-un pourra être heureux. En même temps, les injustices qu'elle ressentait, et les émotions qu'elle avait réprimées depuis si longtemps, a également été complètement libérée. Dong-un a emmené Lee Jian à l'hôpital. Ensuite, il a demandé à sa femme quelle peine Jian devra affronter.
Cam Yoon y a dit qu'elle n'était qu'une complice. Au pire, seulement une complice. Tout d'abord, qu'elle se rende et coopère avec la police. La condition préalable est de convaincre Park Dong-un de ne pas la tenir pour responsable. Elle peut garantir que Jian bénéficiera d'une peine avec sursis et n'ira pas en prison. Cam Yoon l'aidera jusqu'au bout. Ensuite, il a dit cette nouvelle à Jian, lui disant de se reposer d'abord. Puis ils iront rendre visite à sa grand-mère. Enfin, lui et sa femme accompagneront Jian au poste de police pour se rendre, lui disant de tout révéler à ce moment-là, y compris le secret de leur couple. Dong-un, en voyant son expression perplexe, a immédiatement compris qu'elle n'avait pas entendu ses messages. Jian a avoué que, depuis qu'il l'avait surprise en train d'écouter en cachette, elle ne portait plus d'écouteurs. Elle ne pouvait plus continuer à écouter. « Tu ne me détestes vraiment pas ? Quand tu comprends une personne, tu comprends tout d'elle. Peu importe ce qu'elle fait, ça ne change rien, parce qu'il comprend. Jian, donc il sait bien que Jian ne lui fera pas de mal. C'est pourquoi Jian l'aime bien. Et l'aide de tout cœur. » B.C. Hong-un l'a emmenée au café de Joom et pour qu'elle y reste temporairement. Joom est très gentille. Quand elle est seule, elle est triste. Mais devant ses amis, elle est toujours pleine d'enthousiasme. Avant de dormir, Jian remet les écouteurs pour accéder à l'interface d'écoute clandestine. C'est la dernière fois qu'elle ressent la présence de Dong-un. Supprimer le logiciel ? En cours de suppression, elle est très attachée au logiciel car c'est l'endroit où elle exprime ses sentiments. C'est le raccourci pour qu'il puisse apparaître immédiatement quand il lui manque. Avec des larmes qui coulent. Tout s'est dissipé. Pourquoi tu pleures ? En fait, cela envoie aussi un autre signal. C'est un nouveau départ dans la vie de Jian. Elle affrontera courageusement les erreurs du passé. Et comme Dong-un l'espérait, elle aura une nouvelle vie heureuse. Le président a voulu parler à Dong-un à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il a enfin réussi. Dong-un n'a rien caché, raconte tout ce qui s'est passé au président, et démissionne. Il veut rendre le poste de directeur à Park Dong-un. En fait, le président a déjà enquêté sur l'affaire de Do Jun-young et de sa femme depuis longtemps. Mais par respect pour Dong-un, il n'a pas encore agi contre Do Jun-young, parce qu'il a affronté la situation calmement. Le président ne lui a pas permis de démissionner. Il va réaffecter Park Dong-un à Séoul. Les autres affaires seront laissées à l'enquête de la police. Clairement, la justice rendra son verdict. Il a également demandé à Park Dong-un de ne pas tenir Lee Jian pour responsable. Enfin, le président lui a dit de transmettre à Jian qu'après la fin de sa peine, elle devrait venir le voir. Changement de scène, ils se rendent à la maison de retraite avant de se rendre. Jian rend visite à sa grand-mère. Dong-un les observe communiquer par des gestes. Il semble qu'il parle de lui, mais il ne savait pas ce qu'il disait. Ensuite Dong-un l'a emmené à la porte du poste de police. Cam Yoon, en tant que son avocate, l'accompagnera. Mais les jours suivants, les choses ne se sont pas bien passées, car Jun-young a nié ses torts. Ce qui l'a amené à accuser Park Dong-un et Park Dong-un. Et à son tour, elle a accusé Jean de l'avoir extorqué de 20 millions. C'est pourquoi cette preuve audio est très importante pour eux. Jun-young avait préparé 100 millions won depuis longtemps, mais personne n'a appelé pour demander une rançon. En fait, le plan de chantage de ses complices a été contrecarré par Lee Wang, à cause des éloges de Jean. Il a réveillé la conscience qu'il n'avait pas perdue. Wang a préparé de nombreuses clés USB, copiant toutes les preuves de leur crime. Il avait encore une conscience et voulait aider Jean. À cause de Jun-young, attendre sans cesse sans recevoir d'appel de rançon. Il a dû chercher une personne locale réputée pour retrouver des preuves. D'après la description qu'il a donnée, il a su que c'était l'œuvre de Lee Wang. Mais le malheur ne vient jamais seul. Jian, qui était déjà en position de faiblesse, a reçu de mauvaises nouvelles de la maison de retraite. Sa grand-mère est décédée, elle a appelé Dong-un comme promis. Ainsi, il est venu avec Jian pour récupérer le corps de sa grand-mère. C'est juste qu'elle a du mal à faire face. Elle tourne toujours le dos à grand-mère. Sous les conseils de Dong-un, s'est finalement levée pour dire un dernier adieu à grand-mère. Grand-mère, je suis très heureuse de t'avoir à mes côtés. Merci au ciel de nous avoir permis de nous rencontrer. Merci aussi d'être ma grand-mère. Merci, dans notre prochaine vie, nous nous reverrons, d'accord ? Dans notre prochaine vie, nous devons nous revoir. Nous devons nous revoir. Après que la salle funéraire ait été arrangée, Jung et ses 3 frères aident à organiser les funérailles. L'aîné ne peut pas supporter cette scène désolée. Il veut organiser des funérailles grandioses pour Jian. D'habitude, il cache beaucoup d'argent. Il demande à leur mère de transférer cet argent sur la carte du plus jeune. Ensuite, il rassemble les voisins, et même les membres de l'équipe de football, de son quartier pour assister. Ainsi, les fournitures nécessaires pour les funérailles augmentent progressivement. Les offrandes remplissent aussi l'hôtel. Sur les couronnes de fleurs, on voit les noms des petits commerces, tenus par les voisins du quartier. Bien sûr, tout a été organisé par l'aîné. Ils n'ont qu'à venir, c'est tout. Les visiteurs commencent à affluer. La plupart sont des inconnus. Jian vivait seul.
simplement. C'est la première fois. Elle a ressenti ce qu'est l'humanité. La force du collectif l'a soutenue. Pendant les jours, personne ne s'occupait d'elle. Lors de la fête, Dong-un s'est approché de l'aîné. Il savait que l'aîné n'était pas riche. Alors Dong-un voulait payer pour cela. Mais Sang-un a immédiatement refusé, bien qu'il soit maintenant ruiné. Il a accompli quelque chose de très significatif. Ce sentiment d'honneur le rendra très heureux. Les funérailles n'étaient pas si sombres. Le terrain de football est devenu leur lieu de rassemblement après les funérailles. Il était assis là, regardant à l'est, se rappelant ce que sa grand-mère lui avait dit ce jour-là. Il faut chérir cette destinée. En repensant à toutes les destinées, elles sont toutes très merveilleuses et très précieuses. Tu dois rendre cette faveur et vivre vraiment heureux. C'est la meilleure façon de rendre hommage. Après la fin des funérailles, B.C. Hong-un a reçu un colis. En l'ouvrant, il y avait un sac rempli de serpents. Ça venait de Lee Wang-in. Hier, le voyou que Do Jun-young avait engagé est venu avec beaucoup d'hommes chez Wang-in pour les empêcher de voler l'enregistrement audio. Lee Wang-in n'a eu d'autre choix que de s'enfuir avec ses affaires. Mais ils étaient nombreux et continuaient à le poursuivre sans relâche. À ce moment-là, il a aperçu une entreprise de livraison rapide. Alors il a envoyé un colis à Park Dong-un. Cela prouve que Lee Wang-in lui faisait énormément confiance. Quand il a vu la carte de visite du département des prêts, il a tout compris. À ce moment-là, Wang-in, même enfant, protégeait toujours Jian. C'est la haine qui l'a égaré. L'espace d'un instant, il a oublié sa mission et son objectif initial. Maintenant, bien qu'il ait pris conscience, le chemin de l'égarement est allé trop loin. Il ne peut plus revenir en arrière. C'est une bonne personne et il m'a bien traité. À l'époque, son regard était totalement différent. L'enregistrement est clair. Le processus par Jun Young-se a confronté Lee Jian avec les preuves. Il ne pouvait pas nier. Finalement, il a été renvoyé de l'entreprise. Peut-être ne prendra plus jamais de film du réalisateur Kim, directeur Yoon. En tant que complice, il a aussi été licencié. Ainsi, Jian a bénéficié d'une peine avec sursis et n'a pas été emprisonnée. Mais elle a décidé de partir. Dong-un quitte cette ville. Invite-moi à manger et à boire aussi. Ils ont commencé par un repas, ils devraient aussi finir par un repas. La différence est que maintenant ils ont tous le sourire. Parce qu'ici, elle ne peut pas oublier le passé, y compris le fait qu'elle aime Dong-un. Alors Jian veut aller dans un endroit où personne ne la connaît, pour recommencer à zéro. Dong-un respecte son choix. Et la remercie d'être apparue comme une sauveuse, pour lui permettre, lui qui était sur le point de mourir, de revivre. Ses paroles font monter les larmes aux yeux de Jian. Il dit à Dong-un qu'elle ressent la même chose. Depuis qu'elle l'a rencontré, pour la première fois de sa vie, Jian a eu l'impression, sentir qu'on est en vie. Après avoir parlé, les deux lèvent leur verre, en célébrant le bonheur de demain. Le moment des adieux finit par arriver. Lee Jian fait à nouveau cette demande, elle veut le serrer dans ses bras. Cette fois, Dong-un ne refuse pas. Il s'avance volontairement pour l'enlacer. Il n'y a pas de larmes incontrôlables, ni de monologues poignants, ni d'adieux de ce genre, si pur et hors du commun. Allez, courage. Allô ? Je suis sur le chemin du retour à la maison. Tu as besoin que j'achète quelque chose ? J'ai envie de boire une bière. Quelques jours plus tard, Dong-un est allé chez sa mère. À travers leur conversation, il a appris que Kam Yoon était parti aux États-Unis avec leur fils. Sa mère lui a reproché d'avoir fait de Dong-un un faux célibataire, qui en veut que son frère retourne vivre à la maison, mais leur mère s'y oppose. Sinon, il risque vraiment de finir célibataire. Dong-un achète un peu de nourriture puis rentre seul chez lui. La pièce est froide. Parfois, il laisse échapper des larmes, ou bien il court dans la salle de bain pour se laver le visage. Il essaie de maîtriser ses émotions sur le point de déborder, même si le film ne le montre pas clairement. Il n'est pas difficile de deviner qu'ils ont divorcé. Et en plus, c'est Kam Yoon qui en a pris l'initiative. Parce que la dernière fois, elle voulait parler clairement avec Dong-un. Elle a demandé à Dong-un s'il voulait boire un verre. Donc, cette nuit-là, quand elle a calmement demandé à Dong-un d'acheter de l'alcool, peut-être que tout le monde avait deviné le résultat. Ils se sont séparés en paix. En même temps, Kam Yoon a également tenu la promesse faite sur le toit ce jour-là. Elle est restée aux côtés de Dong-un. Volontairement, elle a supporté la rancune de Dong-un, jusqu'à ce qu'il lâche prise, jusqu'à ce que la fin de ce mariage soit pour lui-même, et non pas causée par la personne qu'il déteste le plus. C'est la dernière chose qu'elle peut faire pour Dong-un. C'est pourquoi ses larmes sont pour Kam Yoon. Pour ses 25 années de mariage passé, sa douleur s'écoule aussi avec ses larmes, et marque un nouveau départ dans sa vie. Une année s'est écoulée. Park Dong-un a fondé sa propre entreprise de construction. Sur la table, il y a une photo de Kam Yoon et de son fils à l'étranger, assistant. Kim et d'autres ont également quitté l'ancienne entreprise pour continuer à travailler avec Park Dong-un. Retour à la scène de Jian. Elle ne porte plus le manteau sombre, sous-entendant qu'elle s'est libérée de l'obscurité du passé, achever sa transformation finale, et s'intégrer enfin à la société, même si on ne voit que son dos.
on peut tout de même ressentir l'énergie pleine de vitalité qu'elle dégage. Dong-gun et les autres passent en voiture devant le bâtiment où ils travaillaient autrefois. Ils regardent cet endroit où ils ont transpiré leur jeunesse à poursuivre leurs rêves, avec un sentiment indescriptible dans le cœur. Au même moment, Jian regarde aussi ce bâtiment, parce qu'elle peut revenir à Séoul. Cela prouve qu'elle peut affronter calmement le passé, en ruine jusqu'à aujourd'hui. Jian et ses collègues viennent acheter du café. Soudain, ils entendent cette voix grave. Elle regarde dans la direction du son, et voit Park Dong-gun après tant de jours d'absence. Ils se rappellent leur promesse de ne pas faire semblant de ne pas se voir, mais de se saluer joyeusement quand ils se retrouveraient. Allons-y, serre-moi la main avant de partir. Merci. Quand j'aurai du temps libre, je t'inviterai à dîner. J'ai toujours voulu t'inviter à manger de bons plats. Je t'appellerai, allons-y. Finir comme ça, c'est frustrant. En fait, que ces deux personnes puissent finir ensemble ou non, n'a plus vraiment d'importance. L'important, c'est qu'ils se soient soutenus. Traverser l'abîme. Les trois ténèbres ont maintenant atteint le rivage. Ils peuvent t'accueillir demain avec un sourire radieux. Jian, as-tu trouvé la paix maintenant? Le film se termine ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quel film voulez-vous que je fasse ensuite? Laissez un commentaire ci-dessous. Au revoir et à bientôt.